Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Bonsoir à tous et ravi d'être parmi vous ce soir encore. Comme d'habitude, c'est maintenant devenu un vrai rendez-vous. Le nombre d'auditeurs ne cesse de monter. Encore une fois, mille fois, merci pour cela. Hier soir, je dînais avec un ami spécialiste du champagne. Il me disait, on risque de manquer de champagne pour les fêtes et de toute façon, il va fortement augmenter. De là, il m'explique le pourquoi du comment, qui ne me paraît pas si clair et si évident que ça, mais ma première réaction est de me dire encore un de plus. Pénurie de ci, pénurie de ça, on n'entend plus que ça. Un coup, c'est la faute au bateau, il n'y en a pas assez. Un autre coup, c'est la faute de la météo, mauvaise récolte en Champagne. Ou alors la faute au Covid, effet rattrapage. Quelques semaines avant le Covid, on ne manquait de rien. Et maintenant, on va manquer de tout ou presque. Si Audiard était encore là, il nous dirait on manque de tout sauf de con. Allez, plaisanterie mise à part, essayons de voir de quoi il en ressort exactement. J'ai fait un tour chez un bon ami, Google, et j'ai tapé pénurie dans la catégorie actualité. Et alors là, la pénurie de vélos et de composants de vélos inquiète pour le prochain Tour de France. Pénurie de main-d'œuvre. Il était même noté hémorragie. Pénurie chez Ikea. 15% des articles manquent. Pénurie de matières premières dans le secteur de la métallurgie. Pénurie de coton. Pénurie de semi-conducteurs, celui par qui le scandale est arrivé. Pénurie d'engrais azotés pour l'agriculture. CNews donne une liste de 7 produits qui pourraient manquer. Jouets, balles de tennis, voitures, textiles. Allez, j'arrête mon inventaire à l'après-vert, mais cela fait beaucoup. J'ai 3 thèmes sur lesquels je voudrais avoir vos réactions. Le premier, les choses sont tellement liées entre elles dans une économie mondialisée qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. D'ici quelques mois, nous serons en surcapacité de production et nous traiterons du sujet inverse, comme cela s'est passé avec le vaccin. On en a manqué, on en a eu juste assez, on en a trop et les pharmaciens nous disent même en jeter. Le problème est sérieux et profond. Il va falloir beaucoup de temps, voire peut-être même s'habituer à vivre avec des pénuries. Troisième item, l'industrie s'est emparée d'un petit problème de réglage pour le transformer en phénomène extrêmement sérieux et pouvoir procéder à des hausses de prix. Le retour à la normale reviendra d'ici 1 an quand les augmentations de prix seront acquises. Comme toujours, c'est David qui va ouvrir le bal. Bonsoir David. Bonsoir Bernard. Alors, vous en pensez quoi? Écoutez, sur ces histoires de pénurie, il faut quand même se remettre dans le contexte du choc qui a été vécu, du choc de demande qui a été vécu suite à l'entrée dans la crise sanitaire. La sortie de crise est un petit peu à l'image de la violence de cette crise. Donc après un arrêt total, on a un redémarrage avec des effets de rattrapage qui sont finalement assez difficiles à anticiper et à prévoir. Il y a un autre point qui rend l'ajustement difficile, c'est que cette crise sanitaire, finalement, elle est assez désynchronisée. C'est-à-dire qu'au moment où nous, en Europe, on a l'impression que c'est la fin et on en est sorti, finalement, en Asie, il y a encore des poches dans lesquelles on est en train de reconfiner. Et il y a encore assez peu de temps, en Australie, tout était complètement fermé, etc. Donc, cette désynchronisation de cette crise sanitaire rend les choses difficiles. C'est vrai que passer d'un carnet de commandes qui passe de 0 à plus de 100%, c'est compliqué à gérer également. Donc, il ne faut pas s'étonner que ça prenne du temps à s'adapter. Maintenant, il y a un autre point dont on avait parlé pour gérer ces pénuries et ces problèmes d'approvisionnement, c'est le fameux thème de la relocalisation. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même en train de parler de vraies entreprises qui ont des vraies usines avec des vrais salariés dedans. Et donc, on sait bien que relocaliser, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus rapide à dire qu'à faire. Et donc, je pense que dans les mois qui viennent, effectivement, je fais partie plutôt du camp qui pense que tout cela va finir par se normaliser. Mais pour répondre aussi également à une de vos interrogations, savoir si c'était une question de hausse de prix ou pas de hausse de prix, moi je pense que oui, la situation va se normaliser, oui, à des niveaux de prix supérieurs à ceux que nous avons eus jusqu'à présent, et que globalement, il faut quand même un petit peu de temps, il faut être un peu indulgent. C'est vrai que sur les marchés, on a une horloge qui est extrêmement rapide, il faut être un petit peu indulgent avec l'industrie au sens large, qui a des délais d'ajustement qui sont certainement beaucoup plus longs que les nôtres.
Très bien. Il y a Thibaut Prébé, qui nous a rejoint de la société Arbevel pour son instant d'après. On va lui demander en 2 mots qu'est-ce qu'il en pense. Qu'est-ce que vous en pensez, chez Arbevel, Thibaut, de ça? Ouais, bonsoir à tous, merci Bernard de me faire intervenir directement. Écoutez, chez Financière Arbevel, on pense assez simplement qu'une crise de l'offre, c'est assez rare. Voilà, ça arrive généralement quasiment que sur le pétrole, parce que, comme vous l'avez dit très justement, on peut adapter les capacités de production. Donc, il n'y a pas de raison que ça dure. Donc, notre lecture est assez simple. Il y a des produits sur lesquels il n'y avait pas de pénurie historiquement. Il y a une offre qui a un peu été limitée par les problèmes de chaîne de production. Il y a une demande qui a peut-être momentanément rebondi. Tout ça va s'ajuster assez facilement. Et puis, il y a un certain nombre de produits sur lesquels la demande était déjà très importante avant le Covid. Il y avait déjà une difficulté à faire face avec la production. Et là, ça va être difficile de s'ajuster parce que quand la demande progresse très fortement, c'est plus difficile d'ajuster l'offre. Vous citiez très justement les semi-conducteurs. C'est probablement un exemple assez évident de produits sur lesquels les pénuries et la difficulté à trouver un équilibre entre l'offre et la demande va durer de manière beaucoup plus longue et plus importante, probablement encore pendant plusieurs trimestres, voire années. Donc, on va vers la normalisation, de votre point de vue. On a une normalisation en dehors de tout ce qui est lié aux semi-conducteurs ou aux matériaux dont on a besoin pour la transition énergétique. On reste assez confiant. Il n'y a pas historiquement d'exemple dans l'histoire où on n'est pas réussi à produire quand on en avait besoin. Donc, il n'y a pas de raison de s'en inquiéter. En revanche, quand ça va se normaliser, il sera intéressant de voir quelles sont les sociétés qui avaient vraiment une capacité à fixer leur prix et celles qui n'en avaient que parce qu'il y avait une pénurie d'offres. Et on va pouvoir voir un peu qu'est-ce qu'il en est vraiment et quelles sont les sociétés qui ont vraiment une capacité à fixer des prix. Ça sera probablement assez intéressant. Donc, des hausses de prix comme David, mais pas autant que ça, et extrêmement ciblées, c'est ça? À horizon plusieurs trimestres, absolument. Et maintenant, Maël. Alors, bonsoir Maël. Bonsoir. Ça vous inspire quoi, ces pénuries? Eh ben, c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il y a un consensus, hein. Je participais à un déjeuner la semaine dernière avec le chef économiste d'une grande banque française et qui disait à peu près la même chose, hein. C'était de se dire que c'est temporaire, on va réussir à produire et qu'on va rattraper le retard. Mais à côté de ça, ce matin, je lisais la presse française qui disait que le problème vient notamment des containers chinois. C'est la Chine qui fabrique tous les containers. Ils n'arrivent pas du tout à suivre et du coup, c'est un problème mondial. Donc, la question, ce n'est pas de savoir est-ce que ça va durer, c'est combien de temps ça va durer finalement, cette problématique. Parce que comme vous le disiez Bernard dans votre édito, tous les secteurs de l'économie sont touchés. Et là, pour le Alors, coup, je n'ai pas la réponse. non, alors, ok, vous n'avez pas la réponse, nous non plus, on ne l'a pas, personne n'a. Essayons de réfléchir un peu et de voir les choses sérieuses, de voir des choses sérieusement. On va vraiment manquer de jouets à Noël? C'est vraiment que dans les magasins, il va y avoir moins de jouets. Bon, après, on a déjà eu ça. Quand il y a eu la PlayStation 5 qui est sortie, il a fallu attendre 3-4 mois avant d'en avoir. Mais on doit s'attendre à quoi? On doit s'attendre à pas de jouets, à pas de champagne, à moins de vin, à des prix qui montent de 20%. Vous voyez ça venir ou vous pensez que ça va rester calme, il faudra juste prendre une marque à la place d'une autre et Parce que c'est ça. si on n'a pas les pâtes qu'on veut, ben on prendra les pâtes d'à côté, un petit peu comme pendant le confinement où on manquait de spaghettis, alors on a dû acheter des falafels ou je ne sais pas quelle autre pâte, des rigatoni ou quoi. Comment vous voyez les choses? Allez. C'est une bonne question, hein, parce que si on réfléchit, si on revient à la base, c'est les jouets, ils sont en bois ou ils sont électroniques. Électronique, il n'y a pas de puce, et le bois, il n'y en a plus. Donc, la demande est beaucoup trop forte. Du coup, on pourrait se dire qu'on va être en manque. Je pense que les jouets de cette année, ils ont déjà été fabriqués il y a 1 an ou 2 ans. Donc, je pense que cette année, ça ira. Par contre, je pense qu'en 2022, début 2022, on va manquer de… Enfin, si Noël, ça arrivait, par exemple, en juin 2022, là, on aura un vrai problème. Mais encore une fois, je pense que ça va être passager. Et puis, vous avez raison, on a quand même un peu de stock, je pense. Et donc, à mon avis, on ne devrait pas trop en souffrir. On va sentir quelques manques sur certains produits. Mais on arrivera, je vous rassure, hein, pour vos enfants, vous arriverez à trouver des jouets. Si ce n'est pas exactement celui qu'ils souhaitent, vous trouverez autre chose d'équivalent. Autrement, on leur donnera de l'argent, ils seront très contents. Alors, Exactement. une autre question pour vous David. Donc, il va falloir transporter tout ça. Les capacités de transport par les bateaux sont saturées. Les prix sont maximum. On va probablement avoir un report. Enfin, c'est ma première question. Pensez-vous comme moi que l'on va avoir un report des transports maritimes vers le transport aérien? Première question. Deuxième question.
Si ce report se fait, ça va donner peut-être une nouvelle dynamique parce que le tourisme repart au transport aérien. Et ce secteur qui a été beaucoup secoué, est-ce que vous pensez que c'est un secteur qu'il faut regarder? Troisième question, est-ce que c'est un secteur que vous regardez chez Sanso? Alors, les réallocations de routes entre transport maritime, transport aérien, transport ferroviaire, la substitution n'est pas du tout aisée. Et encore une fois, ce sont des substitutions qui demandent des changements logistiques qui sont assez lourds. Donc, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de durable. Il peut y avoir bien sûr des exemples un peu anecdotiques, mais globalement, je pense qu'avant de modifier totalement les chaînes d'approvisionnement, je pense que tout le monde préférera souffrir et subir un retard avant de prendre des décisions drastiques. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, le secteur de l'aviation, est-ce que c'est un secteur qu'on regarde en particulier chez Sanso ou pas? Pas vraiment en particulier. C'est un secteur, nous, qui nous quand même dérange de par le côté environnemental et de son impact. C'est un secteur qui a de nombreux challenges devant lui, notamment justement des challenges liés à la transition énergétique, puisque on est en train de parler de vols carbone neutre, donc de la transition à l'avion hydrogène, etc., pour 2030-2035. En tous les cas, ce sont des changements qui se préparent dès aujourd'hui avec des investissements qui vont être lourds. Donc, j'ai envie de dire qu'effectivement, avec les effets de base que l'on a, il va y avoir des choses qui vont être plutôt favorables à une renormalisation des valorisations dans le secteur, mais je ne ferai pas de ce secteur un fonds de portefeuille stable. D'accord. Alors, Thibaut, juste sur ce secteur, avant que vous démarriez, donc le secteur de l'aérien, quelque chose qui vous inspire, c'est quelque chose que vous suivez? On le suit par principe. Après, je vais totalement me conformer à ce qu'a dit David, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un secteur qui est quand même pas exactement ce que les investisseurs recherchent aujourd'hui, de par son impact climatique. Et il faut ajouter aussi une autre chose qui est toujours plus difficile à évaluer, c'est qu'il y a des secteurs qui en fait paraissent pas chers parce qu'ils se prennent toutes les mauvaises nouvelles. Il y a des secteurs qui paraissent chers, mais dès qu'il se passe quelque chose, c'est toujours une opportunité. On pense évidemment à Amazon ou quoi qu'il se passe, c'est toujours un truc qui les aide. Si on prend le transport aérien, on voit bien que quand il y a une pandémie, c'est catastrophique. Quand il y a un volcan, c'est catastrophique. Et quand tout va bien, on a des grèves. Donc c'est vrai qu'on se rend compte que la difficulté étant qu'il y a certaines sociétés où en fait tout n'est que perturbation, d'autres où tout n'est qu'opportunité. Il y a des secteurs dans ce cadre-là qui sont plus faciles à jouer que le transport aérien, qui est souvent très affecté par la plupart des choses qui se passent. Et puis, même s'il y a des opportunités, donc on a eu par le passé parfois des positions significatives sur des acteurs comme Air France, il faut aussi se rappeler que quand il y a des secteurs qui sont une lame de fond qui déroule, c'est plus facile de faire de bonnes affaires que dans un secteur où la plupart des opérateurs ont été en grande difficulté, voire parfois au bord de la faillite ces dernières années. Donc, à regarder toujours par principe, à mettre en forte place dans un portefeuille, ça semble quand même aujourd'hui assez délicat. Très bien. Et allez, pour finir, Maël, même si ce n'est pas votre partie, vous voyez acheter du Air France? C'est drôle parce qu'il me semble avoir eu la même conversation en mois de juin avec David, d'ailleurs, justement, à ce sujet, qui me disait que Air France, il n'y avait pas d'avenir dans cette action, en tout cas d'espérance de gain. Et je crois qu'il avait plutôt raison. Donc, non, moi, je n'irai pas sur Air France. Voilà. Et EasyJet? Non plus. Je crois que le Non secteur plus. aérien, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Ça a été bien mieux dit que ce que je ne pourrais formuler. Donc, je suis assez d'accord. Ce sont des secteurs, c'est pas des secteurs c'est les secteurs où on prend du risque et on n'est pas sûr de gagner de l'argent. Donc, par définition, c'est pas là où j'irai. Très bien. Et je rappelle juste à nos auditeurs que quand nous parlons d'une valeur, ce n'est ni un conseil d'achat, ni un conseil de vente. Nous disons tout simplement ce que nous pensons au moment où cela vient. C'est maintenant au tour de Thibaut Prébé, directeur général de la société Arbevel, qui va nous présenter son entreprise et un des fonds qu'il souhaitera mettre en avant. Et il m'a dit en début d'émission qu'il souhaitait beaucoup parler aussi de la philosophie d'Arbevel, qui a quelque chose d'un petit peu différent et sur lequel il voudrait bien nous en faire part et nous expliquer ça. Thibaut, c'est à vous.
Merci beaucoup, Bernard. Ce soir, ce que j'aimerais vous dire, effectivement, en tant que directeur général adjoint de Financière Arbevel, c'est que nous sommes une société qui a deux métiers, la gestion sous mandat et la gestion de fonds, et qui est une société de gestion indépendante, détenue par ses repreneurs en 2009, Jean-Baptiste Delabarre, Sébastien Lalvé, et par les salariés, et qui se différencie dès le départ par un point simple, c'est que Financière Arbevel est une maison de recherche. Ça veut dire que près de la moitié des équipes de Financière Arbevel, on parle de plus de 40 salariés, sont des personnes liées à rencontrer des entreprises, voire des fonds pour la partie internationale, et les analyser dans la durée pour une vision de long terme. Donc on n'est pas une société, on va dire, qui axe tout sur des éléments plus marketing. On est avant tout une société d'analyse, et c'est le fondement de la société, c'est sa raison d'être. Cela crée une expertise qui est plutôt centrée sur la partie effectivement euh, stock picking, avec l'idée simple qu'il faut acheter des choses qu'on comprend, qui sont basiques, qui ne sont pas sophistiquées, mais qui correspondent à une vision de long terme. Aujourd'hui, Financière Arbevel, c'est 2,2 milliards d'euros à peu près. C'est des encours séparés en deux. D'une côté, une gamme de fonds européens en direct et international également en multigestion, et des mandats de gestion qui vont des particuliers à des mandats B2B, c'est-à-dire qui nous sont confiés par des family office ou des conseillers en gestion de patrimoine, et en allant jusqu'à des fonds souverains comme le fonds souverain norvégien. Ce que j'aimerais, c'est résumer la philosophie de Financière Arbevel en une phrase. Et après, je prends peut-être le temps de vous détailler un peu cette philosophie. J'aime bien dire que Financière Arbevel est une société de gestion qui est stratégique et pas tactique. Je prends pour ça une sorte de métaphore de joueur d'échecs, mais l'idée est bien là. Essayer d'avoir un plan à long terme et pas essayer de faire des coups. C'est ça aujourd'hui l'ADN de Financière Arbevel, la manière la plus simple dont j'aime le résumer. Donc, alors, on va essayer de décortiquer un peu ça. Stratégique, mais pas tactique. Ça veut dire que vous avez une vision long terme, que vous avancez pas à pas. Je vais reprendre votre image comme un joueur d'échecs en déployant vos pièces. Tout ça pour arriver, entre guillemets, à une sorte de victoire finale. Oui, alors j'aime en fait, je peux le reformuler d'une autre manière, qui est de dire, si je devais caricaturer, qu'on joue les entreprises, on ne joue pas le marché. Le fait qu'une entreprise ait des perspectives à 3 à 5 ans excitantes d'un point de vue opérationnel, ça va nous conduire, évidemment en regardant quand même les niveaux de valorisation, à investir, en se disant il se passe quelque chose. Ça a été beaucoup plus le cas, entre autres, sur les secteurs d'innovation, où les perspectives sont intéressantes et lisibles. En revanche, si on se dit cette valeur, pourquoi pas une banque mère par exemple, n'est pas chère, mais que ces perspectives ne nous séduisent pas, ben, on ne va pas faire un coup. On ne va pas se dire c'est pas cher, on va acheter, ça va monter. C'est pas comme ça qu'on va fonctionner, en tout cas dans la grande majorité de nos stratégies. Donc cette idée est de rester stratégique, pas tactique, et après de se conformer sur un scénario de long terme qu'on va définir, que je peux peut-être prendre quelques minutes pour vous expliquer. Juste une toute petite question avant de définir le scénario de long terme. Si vous vous concentrez sur l'entreprise et pas sur le marché, vous devriez avoir un fonds de private equity alors. Absolument. Alors c'est vrai qu'on s'est développé sur le non-coté ces dernières années devant la demande grandissante des investisseurs, avec une stratégie de private equity qu'on appelle life science, c'est-à-dire les sciences de la vie en général, avec sans s'arrêter uniquement sur les biotech, une vision globale, donc les medtech, c'est-à-dire tous les outils radiologiques ou autres, et également toute la partie santé au général, y compris diagnostic. On a lancé également une expertise en dette privée en 2020 pour essayer d'aller adresser le financement des PME. Dans les deux cas, c'est des choses qui manquent cruellement. Le domaine de l'investissement privé dans la santé, c'est un domaine où il y a très peu de fonds. Et la dette privée, si c'est un domaine en plein essor, on manque de financement pour les petites entreprises. Donc c'est également pour nous une évolution de long terme qu'on souhaite continuer. D'accord. On passe à votre philosophie maintenant. Merci beaucoup. En réalité, la lecture qu'on a chez Financière Arbevel, c'est qu'on est dans un monde sans croissance, dans lequel il n'est pas facile de gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il faut trouver des thématiques à 10 ans ou à 20 ans qui sont porteuses, comme l'avaient été certaines thématiques comme l'aéronautique ou comme les entreprises du secteur numérique au cours de la décennie précédente. Notre idée, c'est de se baser là-dessus. Et de partir d'un principe simple, c'est qu'on est dans un monde où on va plus avoir d'inflation et avoir peu de croissance à échelle 10 ans. Notre idée est simple. La croissance, l'inflation sont des sinusoïdes descendantes. Et il faut passer plus de temps à essayer de savoir si on est sur des tendances descendantes ou ascendantes qu'essayer de savoir si on est en haut ou en bas de la sinusoïde. Typiquement, sur l'inflation, la sinusoïde, c'est le pétrole et les produits des matières premières. Mais la dynamique, elle est baissière. Notre logique est très simple, c'est de partir du principe que si on veut avoir raison sur le long terme, il faut partir de quelque chose de simple, c'est la démographie. Que nous dit la démographie? La démographie nous dit que dans tous les pays développés, on est passé à moins de 2 enfants par femme.
partout, même aux États-Unis désormais, et que même dans les pays en voie de développement, la natalité n'arrête pas de diminuer et elle est souvent en Asie déjà largement inférieure à 2 enfants par femme, particulièrement en Chine. Alors c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que la plupart des sociétés qui vendent un produit ne s'adressent pas à la globalité de la population. Elles s'adressent à une frange de la population. Quand Danone voit la natalité chinoise baisser, il est bien embêté pour son lait infantile. Le fait que la population globale en Chine continue à augmenter ne l'aide pas beaucoup. Quand vous avez une auto-école, elle veut savoir combien de personnes ont 18 ans chaque année. Savoir si on vit jusqu'à 90 ou 95 ans n'est pas vraiment un sujet. Donc dans ce cadre-là, avec des populations où on voit la natalité baisser et largement sous les 2 enfants par femme, donc un renouvellement des générations qui est de plus en plus bas, eh bien la demande pour chaque type de produit, en dehors des produits par exemple alimentaires qui s'adressent à toute la population, vont baisser. Si elle baisse, de manière générale, même si aujourd'hui on est dans une phase inverse, on va avoir du mal à avoir de l'inflation puisque la demande a tendance à faiblir. Et donc dans ce cadre-là, notre ressenti, c'est que il faut garder en tête cette idée qu'on est dans un monde déflationniste où seul trouver de nouveaux usages peut permettre d'avoir de la croissance, ou alors aller sur des produits qui s'adressent aux franges de la population qui augmentent, c'est-à-dire en particulier les seniors. Pour tirer ce raisonnement, on part d'un principe simple démographique qui est l'évolution des populations. Après la Seconde Guerre mondiale, des pays, je pense à l'Allemagne, au Japon, arrêtent de faire des enfants parce qu'ils ont perdu énormément de personnes en âge de se reproduire, parce que la motivation à faire des enfants, vu le destin qu'on a donné aux jeunes, n'a pas été très séduisant. Et donc, dans ce cadre-là, ils arrêtent de faire des enfants. 30 ans après, on a une Allemagne, un Japon, l'empereur Hirohito, qui ont besoin de produire plus, car ce sont des ateliers pour le monde entier, et qui ont des capacités de production qui sont en très forte baisse. Et du coup, ils se disent comment on va faire. Et ce jour-là, ils réfléchissent et puis ils finissent par inventer la robotique, qui va ramener une croissance à 4%, faire du marché japonais le premier marché mondial avant la crise bancaire. Et donc, on voit cette réponse-là. La réponse, depuis 1980, à une difficulté de trouver des gens sur le marché de l'emploi, ce n'est plus d'augmenter les salaires, c'est de gagner en qualité, en automatisation via de la robotique. On dirige vers des chemins équivalents aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni un peu plus tard, parce qu'on a eu un baby boom qui a un peu changé la donne. Mais depuis 2010 aux États-Unis, depuis 2015 en France, au Royaume-Uni, on arrive au même système, c'est-à-dire une natalité qui est passée depuis 20 ans sous les 2 enfants par femme, des gens qui, en partant à la retraite, ont du mal à trouver des successeurs, des gens qui, en partant à la retraite, ont un patrimoine important, immobilier en France et au Royaume-Uni, plutôt boursier aux États-Unis, et qui donc ont de l'argent, vont avoir besoin qu'on s'occupe d'eux pour des loisirs, pour de la santé, des jobs qui ne sont pas délocalisables, et donc vont créer des emplois. Donc on arrive à une saturation de l'emploi qui va être durable pour nous, pour les 20 prochaines années, et se poser la même question, comment on va produire plus, puisque, comme je le disais David tout à l'heure, évidemment, on ne va pas relocaliser des productions. En revanche, on va essayer que les productions complémentaires qu'on va mettre en place dans les années à venir soient souvent locales. Ben, on va vouloir produire plus avec moins de main-d'œuvre. Comment faire? C'est là qu'on arrive à une de nos 3 thèses d'investissement essentielles chez Financière Arbevel, c'est l'idée qu'il faut à nouveau de la robotique et son nouveau développement qui est le logiciel. De plus, vous voyez bien à la maison de plus en plus de Netflix, de Deezer, de Spotify, de moins en moins de livres, de plus en plus de podcasts. Donc un remplacement du produit physique par le produit digital. On le voit la même chose dans les jeux vidéo. Et donc l'émergence du logiciel comme vecteur de gain de productivité en complémentaire de la robotique. Donc toute cette thématique robotique logicielle, auquel on pourrait ajouter les semi-conducteurs qui permettent évidemment d'avoir accès, puisque si on n'a pas de tablette, de téléphone, d'ordinateur, on ne peut pas faire grand-chose avec des logiciels. C'est pour nous une thématique très forte. Alors, je vous arrête une seconde. D'abord, c'est passionnant ce que vous dites. C'est passionnant. Je pense que ce que ça dit, il est partagé par beaucoup. Vous démarrez de la démographie, vous évitez l'Afrique, vous évitez les sujets qui peuvent être liés à l'immigration, des choses comme ça, qui sont des sujets d'actualité, mais qui vont se télescoper. Et là, je voudrais juste éclaircir un point sur le logiciel, sur le remplacement, sur la robotique. Donc, pour vous, on est à peine rentré dans une révolution technologique qui va complètement changer de notre vie sur les 15-20 dernières années. Donc, bien sûr, il va y avoir des signes idéales, mais la tendance, elle est d'un complet et global changement. Oui, oui, en tout cas, c'est une dynamique qui a démarré et il faut comprendre que face à une situation de chômage qui va saturer, elle ne va faire que s'accentuer. On pourrait se dire les salaires vont augmenter, ils vont probablement le faire, en particulier sur les salaires bas qui sont ceux qui montent le plus, mais face à une difficulté à recruter, la plupart des entreprises vont plutôt essayer de gagner en gamme. Parce que s'il faut payer de plus en plus cher les salariés et que les compétiteurs, entre autres asiatiques, eux, n'augmentent pas leurs coûts, on a une perte de compétitivité. Donc la solution classique, c'est de monter en gamme, de s'améliorer. Et ça passe par de l'automatisation. Beaucoup de sociétés financières, Bevel en fait partie, ont des budgets data ou logiciels qui ne font qu'augmenter. Donc c'est clairement quelque chose qui est une tendance de très long terme.
Est-ce qu'on est tout au début ou est-ce qu'on est au milieu? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a encore beaucoup d'années devant nous pour continuer à investir là-dedans. Et beaucoup de sociétés le savent, hein. Une société comme Schneider l'année dernière a fait une OPA sur une société allemande de logiciels, RIB Software, et elle a fini l'année meilleure performance du CAC. Donc ce besoin d'aller vers plus de capacité logicielle, c'est aussi quelque chose qui est une nouvelle donne évidente pour les entreprises. D'accord. Alors, j'ai une autre question. Ce que vous dites, ça me fait un petit peu penser à un auteur d'un livre assez connu qui a été un best-seller, qui s'appelle Homo sapiens, qui a été écrit par Harari. Vous l'avez lu? Oui. Oui. Alors, donc, il y a cette théorie, il dit la plus grande erreur de l'humanité, ça a été de se sédentariser et d'inventer l'agriculture, puisqu'à partir de ce moment-là, on a été condamné à croître et à se multiplier. Et vous dites, aujourd'hui, maintenant, on a une démographie qui baisse, donc on va décroître. Et est-ce qu'on va un peu corriger cette erreur? Est-ce que cette décroissance va redonner une autre dynamique à la Terre ou quelque chose de comme ça? Alors, c'est vraiment très loin, donc je ne suis pas sûr d'être qualifié pour le dire, mais ce qu'on constate, c'est qu'on a peu d'exemples historiques de hausse de la démographie en dehors de zones, sinon en guerre, au moins en conflits territoriaux, qui ont tendance à booster un peu la volonté d'être plus nombreux. En dehors de ça, on n'a pas d'exemple. La natalité baisse partout, probablement du fait peut-être qu'on est nombreux et que ça pèse, mais aussi du fait que la forte natalité était quand même liée à l'aléa, liée à la mortalité infantile. C'est-à-dire que quand vous aviez 8 enfants et qu'à la fin, il vous en restait 2 ou 3, vous disiez, bah, si j'ai pas de chance et que j'en fais 4, ça peut mal se passer. Donc il y avait aussi l'idée que l'instinct de survie faisait qu'on faisait pas mal d'enfants pour essayer d'en garder quelques-uns. Aujourd'hui, où le sentiment est qu'on en garde quand même la quasi-totalité, sauf malchance, désastre, on a besoin d'en faire moins. Donc tout le monde part du principe qu'en faire 2, pour certains 3, parfois 1, c'est bien. Et puis après, quand ça ne se fait pas, on a des moyennes qui sont naturellement un peu sous les 2. Est-ce que c'est quelque chose qui va durer 50 ans, 100 ans? C'est difficile à dire. Ce qu'on sait juste, c'est qu'il n'y a pas historiquement pour l'instant d'exemple dans une période de baisse de la mortalité, de hausse de la natalité. Donc ça va être quelque chose de délicat. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, si on passe les 50-100 ans sur lesquels il doit faire extrêmement attention à la planète, on observera des décroissances de la population forte, hein. Je vous rappelle que l'étude du Lancet donnait une population chinoise à la fin du siècle à 700 millions, hein, donc la moitié de la population actuelle. Donc voilà, on a un sujet. Est-ce qu'après, il y aura des programmes un peu natalistes agressifs? C'est à discuter, mais ce qu'on voit, c'est que, par exemple, le fait de passer de l'enfant unique à 2 enfants par femme en Chine n'a pas eu un impact très significatif. Donc on sait que c'est quelque chose qui aura peut-être du mal à se modifier en termes d'usage. Alors, je vais demander à David d'intervenir en une minute, David, 1 minute et demie maximum sur cette problématique de natalité. Si vous partagez un petit peu ce que nous a dit Thibaut, si c'est des choses auxquelles vous réfléchissez, c'est sans saut. Et après, on reviendra à vous, Thibaut, et on parlera plus spécifiquement d'un fonds, de quelque chose comme ça chez Ardebel. David. Plus généralement, le corollaire de cette baisse de la natalité, c'est ce qu'on appelle le vieillissement de la population. Alors, attention, David, on a un problème de son. C'est les joies du direct, ça. Allez-y. Est-ce que vous m'entendez mieux? Non. Oui, non. Non. Ok, alors David, on va vous laisser essayer de régler le problème de son. Est-ce que c'est mieux? Non, c'est pas mieux. Non. Essayez de régler le problème de son, peut-être vous déconnecter, de reconnecter. On repasse à Thibaut et on reviendra sur ce sujet. Donc Thibaut, si vous le voulez bien, on passe à votre fond. Oui, si vous voulez bien, je donne juste les 2 autres thématiques en 30 secondes et après je passerai sur le fond qui correspond. Deuxième thématique, mais qui est évidente, donc j'y passerai peu de temps, c'est le changement climatique. Peu utile d'avoir de l'argent si on n'a pas de planète. Donc évidemment, tout ce qui va être lié à l'énergie verte, production d'énergie verte, smart grid, capture de carbone, recyclage des métaux, des alliages, sera une thématique forte qu'on va travailler aussi chez Financière Arbevel. Puis enfin, la santé, vous l'avez évoqué très simplement, parce que c'est le seul vecteur à forte valeur ajoutée qui s'adresse à une population qui ne fait qu'augmenter, c'est-à-dire les seniors. C'est le cœur de notre gamme thématique chez Financière Arbevel, avec 3 fonds qui correspondent à ces 3 thématiques. Peut-être dire un mot de notre fonds Plus Valca Disruptive Opportunities, qui reprend la partie que j'ai le plus développée sur l'innovation. Avec joie. Eh bien, Plus Valca Disruptive Opportunities, c'est un fonds centré sur les valeurs européennes aujourd'hui, qui est un fonds qui fait à peu près 250 millions d'euros et dont l'idée est de donner accès à tout le savoir-faire de Financière Arbevel et de toute notre équipe d'analystes qui est très large sur tout ce qui est lié à l'innovation. Ça veut dire donner la part belle, évidemment, aux semi-conducteurs. On l'évoquait, c'est probablement la thématique dans l'univers où la demande est la plus soutenue de la manière la plus durable. Donc ça augure de très bonnes années nombreuses, de révision à la hausse des perspectives très régulières. C'est des choses qu'on va jouer avec beaucoup d'acteurs, hein, qui peuvent aller des équipementiers aux producteurs.
On va parler de ST Microelectronics, de Soitec, d'ASM International ou ASML pour les sociétés néerlandaises. Donc, c'est des valeurs qu'on apprécie beaucoup. On va parler du paiement, avec des champions français comme Worldline, mais d'autres paiements, même Edenred, qui évidemment ont des perspectives extrêmement intéressantes. On va pouvoir aller sur le logiciel, qui va du jeu vidéo au logiciel de service pour les entreprises, soit dans le cadre de la crise Covid, avec tout ce qui permet de faire ce qu'on est en train de faire, et qu'on espérera pouvoir faire en live une autre fois. Et puis, et également aller sur même les autres thématiques, santé ou valeurs vertes, qui évidemment de manière moins importantes peuvent être présentes, mais il faut avoir en tête que ces thématiques souvent s'interconnectent fortement. Si on parle de sociétés comme Dassault Systèmes, qui est évidemment une valeur magnifique, bah, c'est aussi le relais vers la santé dans le logiciel qui est en train de fournir de la croissance. On aurait pu dire la même chose de sociétés comme Pharmagès. Donc voilà, entre évolution technologique et besoins naturels pour la planète, pour la santé, on trouve des interconnexions assez intéressantes qui nous donnent l'impression que sur ce domaine, il y a énormément de choses intéressantes. Après, peut-être qu'on peut dire un mot sur l'opportunité de la thématique dans une période où la croissance souffre un peu des potentiels de hausse de taux. Allez, allons-y sur ce sujet. Je suis toujours intéressé par une contradiction apparente qui est très forte. Aujourd'hui, on nous dit il risque d'y avoir de l'inflation et il risque d'y avoir des hausses de taux. Et donc, toutes ces valeurs qui en fait sont réputées comme chères parce que les multiples de valorisation semblent élevés, ça fait peur. Et nous, on pense que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens pour deux raisons. La première, c'est que si vous avez des hausses de prix des matières premières, seules les sociétés innovantes auront une capacité à monter leurs prix et à protéger leurs marges, et donc à gagner de plus en plus d'argent. Et donc, quelque part, s'inquiéter des hausses de prix et acheter des sociétés pas chères qui sont souvent celles qui souffrent des hausses de prix, en mettant de côté celles qui, au contraire, n'ont aucun problème avec les hausses de prix, ce qui est évidemment le cas, par exemple, dans le logiciel, c'est quelque chose d'un peu contradictoire. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est de se focaliser un peu trop sur les éléments de marché et pas assez sur les éléments fondamentaux de protection des marges. Ça, c'est quelque chose qui est réellement important. Et puis, le deuxième point, qui est un peu idiot, hein, mais qu'il faut garder en tête, c'est qu'il n'y a pas de sens de parler de niveau de valorisation si on ne parle pas des hausses de résultats. C'est-à-dire que quand vous achetez une société 25 fois ses résultats, on peut vous dire c'est très cher. Mais si la société a 20% de croissance bénéficiaire, dans un an, ces 25% seront devenus 20. Dans 2 ans, ils seront devenus à peine plus de 15. Et là, on se dira que la valeur n'est pas chère et qu'elle a beaucoup de croissance. Donc, naturellement, elle aura progressé. Et donc, ce qui est important, c'est toujours garder une adéquation entre les multiples de valorisation et la croissance et la rapidité à laquelle ces multiples vont chuter. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Quand on compare ces deux facteurs, on a aujourd'hui des niveaux de valorisation qui sont bas sur les valeurs technologiques européennes, un peu à l'opposé de ce que tout le monde peut penser en se disant c'est très cher. Après un mois, ou sur le mois dernier, dans les grandes progressions, hein, au sein des valeurs françaises, on va trouver des sociétés comme Plastic Omnium, Forestia, qui ont pourtant averti sur leurs résultats en septembre. On va avoir des belles hausses. Pendant ce temps-là, des sociétés de semi-conducteurs, on peut penser par exemple à SMI, à ASML, qui ont augmenté leurs prévisions de long terme, ou d'autres sociétés type STM ou Samsung, hein, qui ont annoncé que ça allait être très bon, elles ont plutôt souffert. Donc on pense qu'on est aujourd'hui à un moment donné revoir ces stratégies et revenir sur des valeurs de long terme en investissant sur les valeurs innovantes est probablement un choix de marché qui sera porteur parce que dans l'incertitude, c'est avant tout la capacité à dégager année après année des solides résultats qui garantit la bonne tenue d'un portefeuille boursier plutôt que des composantes purement marché. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce point. Je voudrais quand même réagir sur un point. Donc, OK, il y a toute cette réalité en bourse, des bilans, de la croissance, de la réalité, du profit. Mais il y a une autre réalité aussi qui est extrêmement forte, et c'est qu'il y a une cote d'amour ou de désamour. Et suivant cette cote d'amour ou de désamour, on va dire que dans tel secteur, ça vaut 20 fois les profits, dans tel secteur, ça vaut 4 fois les EBITDA, dans tel secteur, ça vaut ça. Je vais donner deux exemples qui sont des exemples assez parlants. Le premier exemple, c'est les banques. Avant la crise bancaire, donc jusqu'en 2007, jusqu'en 2007, il y avait une cote d'amour pour les banques et elles étaient valorisées par rapport à leurs profits, par rapport à leurs choses, et on voyait qu'il y avait un consensus sur un multiple de tout ça qui se mettait en place, qui nous faisait des banques chères. Ensuite, il y a eu la crise. Donc, la crise, elle a mis en danger les banques, elle a cassé les cotations, elle a cassé la valorisation. Ensuite, les banques sont sorties de crise et les profits sont revenus au rendez-vous avec de très, très beaux profits pour des banques. Hein. On se rappelle même BNP Paribas qui a payé sans sourciller son amende de 10 milliards tellement ils avaient d'argent. Mais la cote d'amour n'est pas revenue. Et les banques restent à un faible prix. Bon, un de nos précédents invités a dit que ça allait changer et que ça allait remonter. Donc, voilà un premier exemple. Le deuxième exemple, il s'est passé la même chose avec l'énergie. Total et les pétrolières ont été pendant des années
source de force et de sécurité des belles valeurs. Et là, on voit que même si avec un baril cher, les bénéfices vont revenir, la société est bien gérée, il y a une forme de désamour qui est en train de se mettre sur tout ça et du fait de la transition énergétique, et ça va coter de moins en moins. Dans ce que vous dites vous et dans la technologie où vous mettez ce monde qui va continuer à aller de l'avant et il ne faut pas avoir peur, on peut quand même avoir un désamour qui vient et on peut avoir, voilà, aujourd'hui on dit ces sociétés-là, c'est 40 fois les profits et plus 60 et automatiquement la société reste une très très belle boîte. Donc vous qui réfléchissez en tant qu'entreprise, vous allez dire non, la boîte est toujours superbe, vous aurez raison, mais le cours sera nettement moins superbe. Vous avez entièrement raison. Alors, c'est vrai qu'effectivement, la plupart des sociétés tech, on est très loin de ces multiples que vous évoquez, qui sont plutôt des multiples américains. Mais l'idée sous-jacente, elle est parfaitement juste. Il faut garder en tête que nous, on dit deux choses. La première, c'est que quand une société déroule, si elle double ses profits, elle va valoir plus. Si les banques avaient doublé leurs profits tous les 5 ans depuis 2006, les valorisations ne seraient pas au niveau qu'elles sont aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, et qui me paraît assez simple, hein, malheureusement, c'est, encore une fois, je l'évoquais tout à l'heure avec l'exemple d'Air France, il y a des sociétés pour lesquelles tout n'est que problème. La réglementation européenne, ça va être un problème pour la plupart des banques qui en ont souffert. Ça va être un problème pour Total. Ça va être un problème d'être à l'envers de ce que veulent les gens. Dès qu'il y a une nouvelle amende à mettre, dès qu'il y a quelque chose, une nouvelle réglementation contraignante, on n'a pas de problème à le mettre sur des sociétés comme les banques, comme Total. Et on a vu que même voilà, dès qu'il y a un problème politique, le pétrole baisse. Ça fait peur sur les majors, ça fait peur sur les banques en disant elles sont très exposées aux parapétroliers, elles risqueraient de perdre de l'argent. Donc, ce ressenti quand même qu'il y a des sociétés où toutes les crises sont des problèmes pour eux et des sociétés où toutes les crises sont des accélérateurs. Et c'est ça qui crée un peu ce désamour. Ce désamour, il est créé quand vous avez une société qui vous paraît bien et en fait, elle vous déçoit tout le temps parce que tout ce qui se passe n'est que problème pour cette société. Et vous avez d'autres sociétés qui, au contraire, ont en fait des opportunités systématiquement et vous vous rendez compte que quelque part, ça donne parfois ce sentiment de société qui baisse jamais. C'est évidemment quelque chose de faux, mais il faut intégrer dans les calculs, dans la réflexion, la capacité des sociétés à passer à travers des crises ou des difficultés en ayant plutôt un terreau d'opportunités qu'une nouvelle année difficile, voire une année blanche. Et je crois que c'est ça qui fait la différence. Je me souviens très bien, une expérience personnelle, quand j'avais tendance à intervenir dans les émissions médias en 2010, 2011, 2012 et que je faisais part d'un désamour pour les banques, il y avait des réactions très, très vives des personnes, des réseaux sociaux, de gens qui disaient c'est pas possible, les banques c'est génial. Aujourd'hui, tout le monde a lâché l'affaire. C'est-à-dire qu'on sent que chez le particulier le plus, il y a une frustration d'avoir tout le temps des mauvaises surprises, des mauvais résultats qui sont venus peser. Et je crois qu'il est très difficile, mais il est très important en tant qu'investisseur de séparer les sociétés qui ont toujours des surprises à la hausse et qui méritent de ce fait une sorte de prime parce qu'elles ont tendance à faire mieux, et des sociétés qui malheureusement déçoivent souvent et qui du coup doivent avoir une décote du fait que l'avenir a plus de chances de réserver une mauvaise surprise que des bonnes. Dans ce cadre-là, les valeurs énergétiques et les banques sont de belles valeurs de la cote qui ont évidemment un potentiel, mais leurs perspectives à 5-10 ans semblent moins claires, moins lisibles que sur d'autres valeurs que nous, on va leur préférer. Merci beaucoup. C'est sur ce mot qu'on va se quitter. Encore que je vous encourage à rester pour écouter le point marché de David. Et après, on va redébattre avec David. Et vous êtes bien entendu le bienvenu avec nous pour redébattre avec David. David, c'est maintenant à vous. J'espère que ce problème de micro est réglé. Et donc, juste avant de commencer votre point marché, juste une petite réaction sur le sujet de la démographie sur lequel je vous avais interrogé tout à l'heure. David? Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Parfaitement, ok. Bien, le corollaire de ce sujet de baisse de la démographie, c'est celui du vieillissement de la population, hein, puisque donc en moyenne, si vous avez une natalité plus faible, l'âge moyen de la population augmente. Ce thème du vieillissement de la population, c'est un thème que nous travaillons depuis un long moment chez Sansot, notamment à l'intérieur de notre fonds Sansot Megatrends, et nous l'abordons sous des angles assez variés, mais c'est vrai que pour nous, ça nous semble être un des thèmes relativement porteurs dans les décennies actuelles. Donc là-dessus, on n'aura pas beaucoup de contradictions avec ce qui était annoncé par Thibaut Prévet. Allez, c'est maintenant au tour de votre point de compétition. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle chronique des marchés avec lesquels décidément on ne s'ennuie jamais. Alors que nous avions eu en septembre un repli marqué des indices actions sur
On se souvient des craintes de remontée des taux d'intérêt, d'inflation, de répercussions des problèmes du secteur immobilier chinois. Eh bien, ce début du mois d'octobre a permis aux indices boursiers de revenir tutoyer les plus hauts de l'année. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les sujets qui ont fait baisser les marchés en septembre sont toujours présents. La nouveauté, c'est le début de la saison des résultats. Nous en sommes au tout début, mais j'ai envie de dire, quel début. Aux États-Unis, ce sont 41 sociétés sur les 500 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats. Donc, on est vraiment au tout début, hein, on en est à 8%, un peu plus de 8% de la cote. Alors que les analystes s'attendent en agrégé à voir les bénéfices du troisième trimestre 2021 en hausse de plus de 25% par rapport à ceux du troisième trimestre 2020, pour le moment, c'est tout simplement une hausse de 40% qui est constatée en ce début de saison. Alors, pour remettre les choses en perspective, le taux de 25% de croissance qui était attendu est un taux qui est historiquement très élevé et qui ne se justifie que par le phénomène de reprise d'activité suite à la crise sanitaire. Les résultats des entreprises sont venus donner un nouveau souffle au marché et justifier les valorisations relativement élevées que nous avons en ce moment. Alors, prenons maintenant un instant pour revenir sur les deux grands sujets d'inquiétude qui sont l'inflation et le risque de contamination du promoteur immobilier chinois Evergrande. Pour ce qui est de l'inflation, on entend de plus en plus de banquiers centraux parler de nécessité d'agir face à une inflation moins temporaire que prévu. Ce week-end, c'est la Banque d'Angleterre qui a rejoint les camps des faucons. Rappelons-le, couplé à de la croissance, l'inflation n'est pas un vrai problème. Et encore une fois, le meilleur placement pour se protéger de l'inflation, c'est d'investir en actions. Si on se tourne maintenant du côté de la Chine, les chiffres du PIB au troisième trimestre 2021 montrent un net ralentissement de l'activité, ce qui est tout à fait cohérent avec les enquêtes et les données sur l'investissement et la consommation qu'on a eues au cours des derniers mois. Nous avons en Chine un PIB qui passe en glissement annuel en dessous de 5%. Toutefois, cette décélération, elle est voulue. C'est le fruit de la politique de contention du crédit qui affecte le secteur prédominant de l'activité chinoise, l'immobilier. Néanmoins, devant la crise provoquée par la chute du promoteur Evergrande et la chute d'autres petits promoteurs, les autorités chinoises ont déjà commencé à agir afin de limiter les risques de voir cette crise se diffuser à l'ensemble de l'économie. Ainsi, les déclarations du gouverneur de la Banque de Chine ce week-end qui affirmait que le risque de contagion de cette crise financière au reste de l'économie vont être limitées grâce aux actions du gouvernement. Ces déclarations, ça montre tout simplement que les autorités vont tenter d'arrêter une possible spirale de faillite et de recul fort de l'activité dans un secteur qui est tellement important pour l'économie chinoise. En gros, l'économie chinoise devrait connaître une croissance relativement faible pour le reste de l'année, mais on peut déjà s'attendre à des actions plus marquées de la Banque centrale dans les mois à venir qui devraient permettre un rebond de l'activité dès le début 2029. Donc pour finir et pour terminer cette chronique, si on devait résumer la situation, je dirais que le krach n'est pas pour demain. Les résultats des entreprises sont bons, les liquidités sont encore abondantes et les banques centrales restent à l'écoute. Maintenant, on peut toujours jouer à se faire peur, mais pour les mois qui viennent, l'horizon paraît plutôt dégagé, du moins c'est mon sentiment. Je vous laisse bien entendu en débattre et me dire ce que vous en pensez. Alors, un horizon dégagé. Et moi, je n'ai jamais vu d'horizon dégagé en bourse. Voilà. Je n'ai jamais vu un horizon dégagé en bourse. J'ai toujours vu des ciels bleus avec des nuages et des orages qui pouvaient arriver en une nuit, en une semaine ou très vite. Et en plus, ce qui d'ailleurs fait vibrer les marchés, c'est qu'ils sont pas efficients et que donc ils doivent se décorréler de la réalité pour exister. Si les marchés n'étaient que le reflet de la réalité, avec un bon logiciel, on aurait le prix exact au centime près et on paierait tous la même chose. Donc, on doit se décorréler de la réalité. Il y a 1001 problèmes devant nous. Il y a des problèmes de démographie dans un sens ou dans un autre. Voilà. Donc, pour moi, non. On a de bonnes forces, de bons alliés pour que les marchés montent. Vous, comme moi, vous écoutez les différents intervenants venir et
et chacun explique pourquoi ce secteur qu'il privilégie va monter. On voit d'ailleurs qu'entre les intervenants, ils ne sont pas d'accord. Donc, il va bien falloir à un moment ou un autre que certains se trompent. Par exemple, Thibaut Prélé semblait beaucoup moins à l'aise sur les banques que Bruno Zaraya ou que Bruno Jacquier d'Atlantique. Voilà. Donc tout ça, non, ça pour moi, non. L'avenir n'est pas dégagé. Alors Bernard, ce qui est intéressant, c'est que vous dites non, mais vous dites que vous pensez que les marchés vont quand même monter. Oui, mais je ne suis Voilà. pas serein. Donc en fait, on dit à peu près la même chose. Non, vous dites que les marchés vont monter et que de votre propre analyse, vous voyez un avenir dégagé. Moi, je dis, je pense que les marchés vont monter parce que les forces qui vont pousser les marchés à la hausse vont être supérieures aux forces que j'arrive à compter et à voir pour l'instant. Et je vous dis, je ne suis pas serein, je ne l'ai jamais été sur les marchés, car demain, les forces en présence peuvent complètement changer, soit avec des éléments politiques et exogènes qui, là, on avait déjà eu cette discussion ensemble, viendrait perturber juste pour un petit temps et ensuite ça se normaliserait, ou avec des forces de marché. D'ailleurs, il y a toujours un joueur qui est le plus mauvais joueur de la Terre que j'ai jamais vu, c'est les Chinois. Ils peuvent changer les règles du jeu. Bon, vous voyez, avec Evergrande, on voit qu'ils vont essayer d'amener la société, enfin, mon point de vue aujourd'hui, ils vont essayer d'amener la société à une réduction de taille et à un régime drastique sans casse forte. Mais on voit aussi qu'il y a un espèce de New Deal en Chine et qu'ils vont essayer de redéfinir une nouvelle économie chinoise ou une nouvelle manière de croître. Enfin, on sent des choses comme ça. Donc, je peux me tromper, mais on sent des choses comme ça. Et ça ne me rend pas spécialement serein. Il peut y avoir une volonté entre guillemets, de reconquista des Américains aussi, parce que Biden va devoir remarquer des points. Ça se passe assez mal son début de mandat. Donc, il peut y avoir des choses comme ça. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas serein. Mais on va dire au jour d'aujourd'hui, si vous me demandez est-ce que les marchés vont continuer à monter ou vont baisser, je n'ai pas donné d'instruction à mes clients de vente parce que je n'ai pas peur que ça baisse. Mais je ne suis pas serein. Voilà. On va voir si Maël est serein, lui. Pas vraiment. Moi, je suis un peu d'accord avec vous, Bernard. Moi, j'avais appris à l'école, je l'avais déjà dit une fois, il me semble, j'avais appris à l'école que la bourse, ce sont des cycles réguliers. Depuis quelques années, ça ne marche plus du tout comme ça. Là, on est très haut, on n'a jamais été aussi haut. On pense que ça va continuer, mais on en sait finalement, il y a une bonne raison pour que ça continue. Mais finalement, comme vous l'avez dit, l'histoire nous a démontré qu'on avait plein de mauvaises surprises qui allaient nous tomber dessus. Je pense qu'il y a plein de facteurs là, exogènes, comme vous le disiez, qui peuvent venir perturber la croissance. Moi, je suis d'accord avec vous pour les États-Unis, je suis d'accord avec vous pour les Chinois. Je pense également à l'inflation. L'inflation, on disait que ça n'allait pas durer longtemps. Finalement, maintenant, on dit que ça va durer un petit peu plus longtemps. Ce qu'on a vu un peu plus tôt, les stocks qui vont quand même aussi venir perturber un petit peu la croissance. On voit qu'en Allemagne, l'énergie, c'est une catastrophe. Ça plombe complètement l'Allemagne. Donc, je suis d'accord. Il n'y a pas de raison que ça ne monte pas, mais on n'est pas à l'abri d'un mauvais coup. J'écoutais le secrétaire général de la CFDT, là, alors il a peu de chance d'être représenté, mais qui disait que notre fiscalité, c'était n'importe quoi en France et qu'il fallait tout revoir. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui ne sont pas des éléments qui vont rassurer un petit peu la population. OK. Alors, pour l'instant, on est deux à ne pas être si serein ça. Mais David, rassurez-vous, je pense qu'avec Thibaut, vous allez avoir un allié. Allez, Thibaut, c'est à vous. Vous êtes serein, pas serein? Écoutez, moi, je suis structurellement toujours serein parce que quand on regarde le long terme, on n'a pas de raison de ne pas être serein. Je voudrais ajouter plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu de raison d'être serein. Parce que quand on était entre deux crises, il y a la moitié des pays de l'Union européenne qui envisageaient de se barrer, que le pétrole, quand il n'est pas à 110, il est à 30. Donc, globalement, il n'y a pas de raison d'être serein. Je voudrais juste observer une chose, si vous me le permettez, qui me paraît très importante. On a une sorte de manière de se tétaniser en Europe et surtout en France face au marché parce qu'on a cette notion du plus haut. Pourquoi? Parce qu'historiquement, le CAC était un indice qui était composé de sociétés télécoms, de sociétés d'énergie. On se souvient de Total, de France Télécom, qui versaient la totalité, si ce n'est plus, de leurs résultats. Et donc, on se disait, si ces sociétés versent 100% de leurs résultats, l'indice n'a aucune raison de monter,
puisqu'en fait, tout ce qui est gagné est rendu chaque année. Cette époque a fait long feu. Aujourd'hui, on remplace ce type de société par des valeurs comme Worldline, comme Dassault Systèmes, où on a l'émergence du luxe qui est très loin de reverser à ses actionnaires la totalité des profits générés. Donc, ça veut dire qu'on a aujourd'hui des sociétés qui ont des fortes hausses de résultats et qui n'en versent qu'une petite fraction. Donc, on vient, comme les États-Unis, comme d'autres, dans des indices qui doivent structurellement monter chaque année. Non pas parce que ça va mieux, mais simplement parce qu'une valeur qui ne reverse qu'une petite partie de ses profits a une valeur globale qui doit monter. Et je pense qu'il faut sortir de ce côté stressé à se dire l'indice est au plus haut. En 2012, on se disait que le Nasdaq était au plus haut. Il a triplé depuis. Ça a choqué personne. Et je pense qu'il faut sortir de cela. Donc, est-ce que je suis inquiet pour le marché? Pas particulièrement à long terme. Est-ce qu'à l'instant T, j'ai une conviction sur le fait qu'il va marcher le mois prochain? J'en ai aucune parce que je pense que c'est totalement imprévisible et vous le disiez parce que les éléments anxiogènes ne manquent pas. Mais je crois que cette idée comme quoi le marché étant au plus haut ne va pas monter n'est pas logique et qu'il y a de bonnes raisons de considérer qu'avec l'innovation qui pousse en Europe et la situation qui est stable, ce qui n'empêche pas d'être difficile à lire, on a de bonnes raisons de penser que sur les 3 à 5 prochaines années, le marché ne devrait pas faire obstacle à des performances très honorables. D'accord. Allez-y, David. Alors, trois avis un peu assez différents d'ailleurs. Trois avis assez différents qui ont rebondi sur votre point marché. Et vous en pensez quoi et comment vous agrégez ça dans votre structure de pensée? Alors, moi, je pense qu'on est dans des métiers où on aime beaucoup se faire peur. On est entouré de médias qui, effectivement, préfèrent faire peur parce que ça attire plus l'attention. Et puis, on se souviendra toujours de la personne qui a prévu la crise, qui avait vu la crise. Et beaucoup moins de celui qui a dit que ça allait continuer à monter, même si la crise, elle est loin d'arriver aussi régulièrement que cela. Donc, non, moi, ce que je disais juste, c'est qu'effectivement, malgré tous les sujets d'inquiétude que l'on a, je pense que ces sujets et ces inquiétudes ne se matérialiseront, si elles doivent se matérialiser, véritablement qu'à l'issue soit une erreur de politique monétaire, etc. Mais en tous les cas, ce n'est certainement pas dans les 3 mois à venir. Voilà. Donc, c'était un petit peu ce message-là que je voulais faire passer. Et finalement, moi, ce que j'entends, c'est que vous n'êtes pas loin d'être d'accord avec moi, puisque vous pensez également que les marchés devraient continuer, en tous les cas que le crack n'est pas pour demain, ce qui était l'objet de mon message. Très bien. Quelque chose à rajouter? Julien, vous voulez intervenir? Même si ce n'est pas votre partie, il nous dit quoi le juriste? Alors, Julien se connecte, on va voir si le micro fonctionne. Julien? Merci Bernard. Super. Effectivement, c'est vrai. C'est vrai que moi, j'étais déjà dans le secteur en 2008-2009, donc malheureusement, j'ai vu ça aussi de très très près. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal c'est difficile de se faire une idée dans la mesure où tout est complètement décorrélé. On est vraiment dans un nouveau monde. C'est vrai qu'on est au plus haut, peut-être les marchés financiers n'ont jamais été au plus haut depuis 2020. Il y a peut-être des nuages qui s'accumulent ici et là. Néanmoins, force est de constater tout simplement qu'il n'y a pas d'autre alternative. Et si vous voulez aujourd'hui gagner de l'argent en gestion de patrimoine, vous êtes obligé de réfléchir à investir sur les marchés financiers. Donc, je dirais serein, mais serein de manière prudente en tant que bon juriste. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais terminer. Julien nous a donné son point de vue. On n'a rien compris. C'est un vrai juriste. Il est serein sans vraiment l'être, tout en l'étant quand même. Alors ça, c'est très fort. Alors, justement, il y a Martha Gonencio du cabinet Pardes Avocats qui nous a rejoint. Bonjour Martha. Martha, il faut mettre votre micro en actif si vous nous entendez. Voilà. Donc, si vous pouviez réactiver votre micro, Martha. OK. Donc, pour l'instant, on n'a pas Martha. Il y a un petit problème de micro. Donc, on va commencer avec le sujet, un sujet qui est porté par Julien Pinikiewicz et Maël Toledano, qui est un petit peu le miroir et le reflet de ce qu'on a fait il y a 15 jours avec Mélanie Ribeiro, qui, elle, s'était concentrée sur le testament et la clause bénéficiaire en assurance vie au Portugal sur un plan civil. Et maintenant, on voudrait voir ça sur un plan fiscal. Donc, voilà, Maël, Julien, c'est à vous et je pense qu'on va être rejoint rapidement par Martha.
Parfait. Eh ben, je vous remercie, Bernard. Donc, en effet, la précédente intervention, elle reprenait l'aspect civil du testament et de la clause bénéficiaire. Revenons aujourd'hui sur l'aspect plus fiscal de ces modalités. Les différences notables de fiscalité entre la France et le Portugal, notamment, soulèvent bien des interrogations que nous allons aujourd'hui essayer d'éclairer grâce à mon acolyte Julien Milinkiewicz, que vous avez déjà entendu, et grâce à maître Marta Godencio, si elle arrive à se connecter. Et donc, Julien, c'est à vous. Oui, bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir Bernard, bonsoir Maël. Donc effectivement, le traitement civil, on en a déjà eu l'occasion d'en parler, a été facilité par le règlement européen de 2015 en la matière. Il n'empêche qu'au niveau fiscal, la fiscalité, elle demeure, et la disparité demeure au niveau du traitement fiscal, accentuée par le fait qu'il y a assez peu de conventions fiscales sur le sujet. Il existe des conventions fiscales en très grand nombre sur l'impôt sur le revenu, mais très peu couvrent les droits de succession. Et puis le fait également que certains pays ne connaissent peu ou pas du tout la taxation en cas de décès, ne connaissent pas les droits de succession. Parmi ces pays, le Portugal. Néanmoins, en France, on a une spécificité, c'est le fameux, au niveau fiscal, le 750 ter du Code général des impôts, pour faire mon juriste fiscaliste, qui soumet au droit de succession français l'héritier en France, même si le défunt résidait à l'étranger. Donc, même si vous décédez dans un pays où il n'y a pas de droit de succession, si vos héritiers sont en France, ils seront quand même imposables au droit de succession français. Et en l'absence de droit de succession en tant que tel au Portugal, l'absence de droit de succession au Portugal ne veut pas dire absence totale de taxation en cas de décès, puisque le Portugal connaît un droit de timbre. Et, cher maître, pouvez-vous nous en dire plus dans l'hypothèse du Français qui est domicilié au Portugal, mais qui est détenteur d'un patrimoine immobilier? Comme déjà dit, ses enfants en France seront imposables en France, mais quid du droit de timbre au Portugal? Alors, elle a toujours un problème de micro. Je suis en train de discuter avec elle. Donc, je vous laisse réengager en faisant les questions et les réponses et un petit peu nous expliquer tout ça. OK. Donc, effectivement, on le voit souvent avec… Elle est là. Ça y est. Normalement, c'est bon. Non, elle est là. C'est son micro qu'elle n'arrive pas à mettre en place. Autant pour moi. Alors, Julien, vous. Alors, effectivement, on le voit souvent avec Maël, lorsqu'on rencontre des clients qui sont résidents, entre autres, au Portugal, ils ne voient pas l'intérêt de réfléchir à une structuration, à une transmission de leur patrimoine du fait de l'absence de droit de succession au Portugal, ce qui est vrai. Néanmoins, il n'empêche qu'il ne faut pas l'oublier, quand bien même il n'y aurait pas de droit de succession au Portugal, du fait de l'article 750 ter du Code général des impôts en France que j'évoquais, la France reste toujours compétente. Ah, et voilà, on a voilà. Eh bien, parfait, maître. Merci beaucoup de venir parler un petit peu plus du droit de timbre portugais, parce que j'allais bientôt être un petit peu à court d'arguments. Ouais. Donc, effectivement, comme je le disais, que lorsque un Français est détenteur de patrimoine immobilier au Portugal, il n'existe pas en tant que tel au Portugal des droits de succession. Il sera imposé, les enfants en France en tant qu'héritiers seront imposés en France. Mais par contre, l'absence de droit de succession au Portugal ne veut pas dire absence totale de taxation, puisqu'il existe un droit de timbre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce droit de timbre portugais? En fait, le droit de timbre a remplacé les droits de succession qui existaient au Portugal avant. Maintenant, il y a un taux fixe de 10% sur tous les biens dont quelqu'un bénéficie. Donc, les héritiers, si nous parlons maintenant des enfants, des conjoints ou partenaires, et aussi des ascendants, ils sont exonérés. Donc, ils ne payent jamais de l'impôt de succession. Si nous parlons, par exemple, d'un neveu, une nièce, ils auront du droit de timbre à payer, mais juste si les biens se trouvent au Portugal. Si c'est des biens immobiliers au Portugal, si j'ai bien compris, et c'est un droit de timbre de quel ordre? Parce qu'on a toujours les barèmes en France, et vous le savez, les barèmes en France, on monte rapidement au-dessus de 30 ou 40%. Quel est le barème, ce droit de timbre? De quel niveau est-il au Portugal? C'est un taux fixe de 10%. D'accord. Est-ce qu'à votre avis, les droits de succession que j'ai payés en France, que mes enfants auront payés en France, est-ce qu'ils pourraient éventuellement les déduire du droit de timbre portugais? Non. Donc, il y aura une double imposition dans ce cadre.
Tout à fait. Parce qu'il n'y a pas de convention, donc il ne sera pas possible. Et donc, ce droit de timbre, vous me confirmez, ne concerne que les biens immobiliers, que ce soit des biens immobiliers locatifs, des résidences principales, des résidences secondaires au Portugal, ou même on peut imaginer des locaux industriels ou commerciaux. Oui, mais c'est que les biens immobiliers. Donc, en fait, s'il y a des comptes bancaires au Portugal, les comptes seront aussi imposables. D'accord. Tout ce qui est compte bancaire situé au Portugal seront également soumis au droit de timbre. Donc, c'est l'ensemble du patrimoine mobilier ou immobilier qui est situé au Portugal, l'immobilier, l'assise au Portugal ou le mobilier dans une banque portugaise. Puis, vous le savez aussi sans doute peut-être, en France, pour des raisons fiscales, mais pas seulement, on utilise très largement le démembrement de propriété. La donation d'un bien meuble, la donation de valeurs mobilières, ça, c'est quelque chose qui est largement utilisé en France, quels que soient les niveaux de patrimoine. Et le démembrement de propriété, vous le savez sans doute, il voyage assez mal. Parfois même au sein de l'Europe, je prends toujours l'exemple de l'Italie, qui ne le reconnaît que sur des actifs financiers. Je présume que le Portugal étant un pays de droit romain, il doit exister en droit portugais. Mais y a-t-il fiscalement intérêt à utiliser ce démembrement de propriété pour limiter le droit de timbre? Parce que je peux procéder à une donation en démembrement de propriété, même si mes enfants sont au Portugal, sur mes actifs financiers ou immobiliers, si c'est possible. Et est-ce que ça aura un impact sur la diminution du droit de timbre? Bon, en principe, non, parce que si je fais une donation à mes enfants d'un bien immobilier, en gardant l'usufruit, ils seront imposés. La question, c'est que les droits de succession ou les successions, elles ne sont pas imposables, mais les donations, oui. Alors, le taux, il est pas élevé, on parle de 0,8%, mais en fait, pour donner un bien, même à ses enfants, il y aura de l'impôt à payer. Fiscalement, bon, il y a pas beaucoup d'intérêt parce qu'en fait, les héritiers ils auront la propriété après. Ils auront la nue propriété dès que leur père ou mère décède. Et la succession sera calculée, ou les droits de succession seront calculés sur cette valeur, la valeur des biens, la valeur fiscale des biens, en fait. Donc, non, il n'y a pas d'intérêt. Il y a beaucoup de monde. Non, moi, je voudrais juste intervenir, pardon de vous interrompre. Je voudrais juste intervenir. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de droit de succession entre ascendants et descendants au Portugal. Il y a des droits de donation. Le calcul des droits de donation, il est simple. C'est un pourcentage simple ou c'est un calcul un peu compliqué? Non, en fait, c'est le même taux. Donc, les droits de succession et l'impôt sur les héritiers et les donations, c'est le même impôt. Donc, c'est toujours donc ça sera zéro aussi? Oui, le taux, il est toujours à 10%. Oui. Mais l'unique exception, c'est pour les enfants, conjoints et ascendants, en cas de donation de biens immobiliers. Donc, donc donner, ça ne coûtera pas plus cher que de recevoir en succession. Oui. D'accord. Oui, et mais alors, c'est pas beaucoup trop cher. D'accord. Et alors après, j'ai juste une toute petite question là-dessus, peut-être là c'est tout particulièrement pour éclairer les résidents français qui vivent au Portugal. Est-ce que c'est quelque chose qui est pérenne, qui est inscrit vraiment dans la vision fiscale des gouvernements successifs, ou est-ce que c'est un sujet où régulièrement on vient pour hypothétiquement le remettre en cause et remettre un petit peu de droit de succession? Non, pour l'instant, on n'entend pas parler de droit de succession. Bon, et il n'existe plus tel qu'il existait avant depuis 2003. C'est vrai que de temps en temps, on entend parler d'appliquer un taux un peu plus élevé, mais par exemple, dans le budget de l'État, pour l'année prochaine, il n'est pas prévu. Donc, même quand on y parle, c'est pas souvent, je crois que ce ne sera pas passé bientôt. Très bien, je vous relaisse avec vos charmants gentlemen de Maël et Julien. J'avais aussi autre véhicule qui est largement utilisé en France, maître, et Maël pourrait vous en parler plus précisément, c'est le contrat d'assurance vie. C'est vrai qu'en France, on procède à la transmission de son patrimoine via une donation démembrée de ses comptes titres ou de l'immobilier ou via l'utilisation du contrat d'assurance vie. Et maître, je voudrais juste avoir la confirmation que le contrat d'assurance vie en matière de fiscalité décès au Portugal,
ça ne présente pas d'avantage particulier, mais dans l'hypothèse d'héritier en France, il conserve tout son intérêt afin de ne pas être soumis, si j'ai bien compris, à un éventuel droit de timbre et surtout à ne pas être soumis au droit successoral français suivant le barème classique. Oui, c'est vrai qu'au Portugal, les contrats d'assurance vie ne présentent pas d'intérêt spécifique d'un point de vue fiscal. En fait, vu qu'il n'y a pas de droit de succession ou de droit de timbre sur les actifs, voilà. Si on le fait au Portugal, donc si une personne fait un contrat au Portugal, là, c'est possible que les autres bénéficiaires, oui, qu'ils sont sujets à l'impôt. Mais si nous gardons le contrat d'assurance vie tel qu'il est en France, il ne sera pas imposé au Portugal. Il ne sera imposable qu'en France. D'où, si j'ai bien compris, l'importance pour des résidents français ou de conserver leur contrat d'assurance vie français avant d'arriver au Portugal pour sortir du prisme portugais sur le droit de timbre éventuel, ou bien sûr de passer, Maëlle, si tu as quelque chose à rajouter, par un contrat d'assurance vie ouvert au Luxembourg, puisque dans cette hypothèse-là, il n'y aura aucun lien avec le Portugal et donc le contrat n'aura aucun risque d'être soumis à un droit de timbre au Portugal. Et le contrat étant reconnu au Portugal, aucun risque de requalification. Donc, il est reconnu au Portugal. Ce que j'allais dire, c'est le contrat, il n'est pas imposé. La donation ou la succession d'un contrat, il n'est pas imposable non plus. Mais si quelqu'un décide de faire un rachat d'une partie de l'argent, là, oui. Mais ce ne sera plus du droit de timbre, ce sera du droit d'impôt sur les personnes physiques. Et je crois une imposition qui est dégressive, je crois. Plus vous conservez le contrat, c'est, je crois, encore un des seuls pays d'Europe depuis le changement en 2017 sur la France. Plus vous conservez le contrat, si vous faites un rachat, plus le contrat est ancien, si on peut dire ainsi, plus la fiscalité, plus l'assiette en tout cas, sera dégressive du côté de l'impôt sur le revenu portugais. Oui, c'est ça. Et alors, attendez, je voudrais juste une petite clarification, Martin. Dans le cadre d'un dénouement du contrat d'assurance vie par le décès, il n'y a pas d'impôt, quel que soit le bénéficiaire, ou il y a à nouveau des règles différentes suivant le bénéficiaire. Donc, j'ai bien compris que si c'était un ascendant, un descendant ou le conjoint, il n'y aurait pas de droit de timbre, il n'y aurait pas d'impôt, il y aurait zéro. Ensuite, si on va avoir un collatéral, donc une frère, une sœur, quelque chose comme ça, ou si on va avoir carrément un étranger, une amie, une concubine, enfin quelqu'un avec lequel il n'y a pas de lien de famille, alors là, on va prendre juste l'hypothèse, dans l'hypothèse où l'assuré et le bénéficiaire sont résidents portugais. Ensuite, dans l'hypothèse où l'assuré est résident portugais et la bénéficiaire ou le bénéficiaire n'est pas résident portugais, comment est-ce que ça se met en place? Bon, ça dépend. Si le contrat d'assurance vie il est en France, il n'y aura pas d'impôt de succession à payer au Portugal, même si les bénéficiaires ils habitent ici. Parce qu'il y aura toujours une exonération. La question, c'est que pour les résidents au Portugal, même si dans leur pays d'origine, il y a de l'imposition, au Portugal, il n'y en a plus. Et il n'y en a pas. Alors, si le contrat il a été souscrit au Portugal, là, il y a une différence parce que si le contrat a été souscrit ici et que les bénéficiaires résident au Portugal aussi, il y aura de l'imposition. Mais la règle d'exonération pour les 3 types de personnes dont on a parlé, elle est là toujours. Donc, il y a des personnes qui ne seront jamais imposées sur des successions. D'accord. C'est une bonne nouvelle pour eux, ça. Oui, c'est vrai. Maëlle, vous en pensez quoi? Je trouve aussi, mais je trouve surtout qu'on voit quand même que ça a pas mal d'implications civiles et fiscales. Les 2 émissions qu'on vient d'avoir, ça fait que conforter ce que je pensais. Il est important de bien étudier la question au moment de la mise en place d'un testament, d'une clause bénéficiaire, d'un contrat d'assurance vie, d'une délocalisation ou voire des futurs lieux de résidence de ces enfants, donc généralement de ces bénéficiaires. Moi, je vous conseille vraiment de consulter votre conseil, donc votre avocat, votre notaire, éventuellement votre assureur, votre conseiller en gestion de patrimoine, mais vraiment consulter parce que les conséquences, elles peuvent être assez importantes. Oui. Oui, c'est vrai. En fait, la loi civile et la fiscale, elles sont tout à fait différentes. Et il faut savoir que dans certains cas, il y aura de l'imposition. Même s'il n'y a pas d'imposition, un droit de timbre, il peut y avoir un autre problème. C'est qu'un enfant hérite un bien et il veut le revendre.
Donc, il n'a pas payé sur la succession, mais il va payer sur sa plus-value. Donc, c'est vrai que avant de déménager au Portugal ou avant de faire un contrat d'assurance vie ici ou d'acheter un bien, etc., c'est une bonne idée de vérifier. La résidence des enfants, je crois que c'est un peu difficile à déterminer, parce qu'on ne sait jamais dans 10 ans ce que va passer. Mais essayer de garder les choses plus ou moins simples et selon les règles actuelles. Donc, si après il y a des changements dans la loi, on dira aux clients. Mais sinon, il faut suivre les règles actuelles et consulter, oui, par un conseil. Je suis d'accord, il faut suivre l'évolution de la vie de chacun, Oui. donc, du souscripteur, de sa clause bénéficiaire, la faire évoluer également pendant la vie du contrat. Et donc, c'est vrai que ça, on le fait rarement. Et c'est bien pour les clients finalement de garder contact avec leurs conseils, justement pour adapter toujours la situation, le contrat à la situation. Oui, parce qu'il y a des choses qui peuvent être organisées avant. Et donc, au moins, les enfants, ils seront tranquilles. Ils n'auront pas de questions au Portugal pour au moment de l'héritage. Ouais. C'est vrai que nous, on est souvent sollicités avec Julien pour des Français qui se délocalisent au Portugal, ça vous l'avez compris, pour utiliser des contrats luxembourgeois. Alors, il y a plein de raisons, hein. Il y a souvent l'article 4B en France, la majorité des intérêts économiques qui les rattachent à la France quand ils ont tout leur argent dans leur contrat français. Le fait que le contrat français n'est pas toujours reconnu au Portugal, le fait qu'ils aient envie de sortir une partie de leur patrimoine de France et du Portugal pour le mettre au Luxembourg pour ne pas avoir un lien de rattachement. C'est vrai que ça permet de refaire le point justement à ce moment-là et ça permet d'avoir un contrat qui est adapté à la situation du moment. Et toujours, je suis d'accord avec vous, toujours essayer de faire le plus simple possible. Et pour les Français qui deviennent RNH, par exemple, donc résidents non habituels, pour eux, c'est intéressant d'avoir un contrat de ce style par rapport aux intérêts qu'ils perçoivent. Donc, à chaque fois qu'il y a un paiement d'intérêt, soit de la France, soit du Luxembourg, ils seront exonérés sur ces intérêts. Mais c'est pour eux-mêmes, ce n'est pas une question de succession. Exactement. On n'a parlé que de décès, là, c'était pas très gai. Voilà, Tout au long de la vie, oui. pendant la vie, le contrat d'assurance, il présente également pas mal d'avantages. Oui, oui. C'est une enveloppe fiscale qui vous exonère de toute fiscalité pendant la vie s'il n'y a pas de rachat. Voilà. Donc, on ne paye pas d'impôts si on ne touche pas son argent. Donc, c'est de Exactement. C'est une belle l'autoconfiscation. mentalité, non? C'est une belle façon de voir les choses. Oui, oui. Alors, d'autres choses à rajouter? Je pense Rien qu'on à a- ajouter de spécial, si ce n'est, comme on l'a dit avec Maël, la nécessité, on estime qu'un client à partir de 5 millions d'euros, mais pas que, déménagera de 3 fois de juridiction dans sa vie, hein, pour des questions personnelles, professionnelles. C'est encore plus facilité depuis une trentaine d'années avec tout ce dumping fiscal dont on avait parlé la saison dernière des différents pays de l'Union européenne. Mais d'où la nécessité, encore cette intervention l'a montré, comme celle de la fois précédente, d'être bien accompagné par des conseillers juridiques et fiscaux locaux pour éviter toute difficulté, c'est vrai, au moment de son décès, en tout cas pour ne pas laisser un certain nombre de contentieux et de difficultés à ses enfants. Et il y a des clients qui nous demandent quoi faire exactement parce qu'ils ne veulent pas laisser des problèmes à ses enfants. Exactement, c'est la base. On peut gérer très bien son patrimoine tout au long de sa vie, bien sûr, mais c'est dommage de l'avoir parfaitement géré tout au long de sa vie et comme vous l'avez dit justement, qu'au niveau juridique et fiscal, au moment de son décès, ce soit source de contentieux, parfois de blocage, pendant de nombreuses années. C'est vrai. On en est tous convaincus. C'est sur ces mots-là qu'on va conclure cette partie. Merci beaucoup, Martin. Merci, Julien. Merci Maël. C'était passionnant. C'était des fois un peu compliqué. Bon, heureusement, il y aura le podcast et on pourra réécouter. Mais un vrai sujet à s'imbiber pour bien organiser son patrimoine et savoir ce qu'on a droit et ce qu'on n'a pas le droit. C'est maintenant au tour de Sébastien Cosson et Frédéric Zablocki, président fondateur d'Entrepreneur Invest. Ils vont nous présenter leur entreprise et nous faire un focus sur un nouveau fonds, FPS Entrepreneur Panthéon PDS. C'est tout un programme, mais c'est surtout un fonds unique et novateur sur le marché secondaire de la dette privée mondiale. Bonsoir Frédéric, bonsoir Sébastien. Bonsoir. Bonsoir Bernard, bonsoir à tous. Voilà. Ben, c'est à vous, expliquez-nous parce que c'est tout nouveau et nous, on adore les nouveautés. Alors déjà, peut-être en 2 mots, ce que c'est que Entrepreneur Invest. Avec joie.
Alors, Entrepreneur Invest est une société de gestion agréée par l'AMF. Donc, on a maintenant 21 ans d'existence, donc ça fait quelques temps. Et on a une spécialité, c'est le non coté. Donc, investir dans les entreprises non cotées, notamment en France. Donc, depuis le départ, on a fait des fonds actions, des fonds obligations non cotés, des entreprises françaises, plutôt des PME, notre spécialité. Et depuis donc 2 ans, l'objectif, c'est de pouvoir faire accéder à des clients en direct, je dirais à des fonds qui ne sont réservés qu'aux institutionnels. Donc, nous, on a levé depuis 21 ans plus de 1,2 milliard. Et depuis 2 ans, donc, on ouvre notre gestion à ce qu'on peut appeler des nouveaux instruments comme des FPS, fonds professionnels spécialisés. Et en fait, on sélectionne des gestions que nous ne gérons pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous parlons du FPS Panthéon, Entrepreneur Panthéon. Panthéon étant une société de gestion mondialement connue dans le secondaire. Et donc, c'est l'objet de notre, je dirais, interview aujourd'hui. Et justement, donc, ce fonds Panthéon, on est tout oui. Alors, ce fonds Panthéon, donc, on parle de dette privée secondaire. Alors, d'abord, la dette privée. La dette privée, c'est en fait une dette qui est émise par les entreprises privées, qui peuvent être grosses ou petites. Dans ce cas du Panthéon, c'est plutôt des grandes, enfin, pas des grandes sociétés, mais des grosses, je dirais, ETI. Ce sont des entreprises à peu près de 5000 personnes et on dépasse allègrement le 500 millions ou le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ces dettes privées donc, ne sont pas cotées. C'est pour ça qu'on appelle ça la dette privée. Elles sont souvent, je dirais, émises et prises par ce qu'on appelle des fonds, comme les nôtres, des fonds de prêt equity. Ce que fait Panthéon, c'est qu'il rachète des parts de ces fonds. C'est important de le comprendre. Panthéon est une société mondiale de à peu près 80 milliards d'actifs, qui est l'une des plus fortes au monde dans le secondaire, donc l'achat de portefeuilles soit d'actions, soit de fonds, soit d'obligations détenues par les fonds. Et donc, notre fonds, en fait, est géré par Panthéon. Et donc, l'intérêt de ce fonds-là, c'est qu'en passant par nous, vous avez déjà une possibilité d'avoir dans votre portefeuille plus de 900 lignes gérées. Alors, je m'explique. Qu'est-ce que fait Panthéon? Il achète via 2 fonds, un fonds qui est plus, je dirais, tourné vers l'Amérique du Nord et la mezzanine, et un fonds qui est plus tourné vers l'Europe. Je vous interromps. Juste si vous pouvez nous expliquer en 2 mots ce que c'est la mezzanine. Oui, tout à fait. Alors, la dette privée, ce qu'on appelle, c'est la dette senior. Donc, c'est une dette qui est équivalente, je dirais, à des prêts bancaires. D'accord? La dette mezzanine, c'est une dette junior, c'est-à-dire qu'elle a moins de sécurité qu'une dette bancaire. Néanmoins, elle a des taux d'intérêt élevés. Par exemple, si on prend un exemple en Europe, si on était un taux d'intérêt entre 9 et 11%, aux États-Unis, on est plutôt entre 10 et 12%. La dette privée en Europe sera entre 6 et 7, aux États-Unis entre 8 et 9. Voilà. Alors que la dette bancaire, aux États-Unis, c'est entre 5 et 6, à peu près 5%. Et en Europe, elle est très, très faible. Aujourd'hui, la dette bancaire, elle est autour de 1 ou 2%. Donc, toutes ces dettes font partie des solutions qu'ont les entreprises pour leur croissance. Très bien. Ça, c'est les dettes. Alors, on va revenir maintenant à Panthéon. Donc, Panthéon qui se nourrit de parts de fonds de dette privés. Donc, je pense qu'ils rachètent ça à des gens ou des institutions qui veulent tout simplement s'en défaire et pas aller au bout, c'est ça? Exactement, qui font des arbitrages. Voilà. En fonction des maturités, en fonction aussi de leur position de liquidité. Alors, pour faire ce métier, effectivement, il faut être au centre du jeu. Aujourd'hui, Panthéon a travaillé avec plus de 2000 fonds dans le monde entier et donc est capable de déceler des opportunités à ce niveau-là. Alors, tout l'intérêt de ce fonds, si on prend par exemple le fonds États-Unis, c'est qu'aujourd'hui, aux États-Unis, mais c'est majoritairement aux États-Unis, aujourd'hui, quand on rentre avec notre fonds, on a à peu près plus de 60% du fonds qui est déjà constitué. C'est-à-dire que vous rentrez, vous allez peut-être avoir 300 lignes déjà constituées. Et ça, c'est important. Alors, pourquoi autant? Le fonds Panthéon a lui-même 20 fonds. Et dans les 20 fonds, vous avez à peu près 20 lignes minimum. Ce qui fait que vous avez une diversification énorme de 400 à 500 lignes. Si vous avez 2 fonds Panthéon, vous avez 900 à 1000 lignes. Ce qui fait que vous avez un risque extrêmement faible en cas de défaut, je dirais, des lignes. Aujourd'hui, les lignes font peu défaut, mais même si on a, sur 900 lignes, vous avez très peu de risque de perte en capital. Pratiquement aucun. Et c'est la force du secondaire. Autre force du secondaire, c'est que ça va beaucoup plus vite. Parce que quand Panthéon achète les portefeuilles, la plupart des portefeuilles ont déjà 2, 3 ans, voire 4 ans
de maturité. Donc, il ne reste plus que 3 ou 4 ans pour le fonds. C'est-à-dire que le fonds tourne beaucoup plus vite. L'intérêt pour le porteur, c'est qu'au bout de 3 ans, généralement, le capital est déjà remboursé par rapport au fonds Panthéon. Et ça, c'est extrêmement important parce que la plupart des fonds de dette privée, c'est plutôt des portages entre 7 et 8 ans. Alors, juste qu'on comprenne bien, je vais encore une fois vous interrompre, je m'en excuse. Donc, ce fonds, vous allez le mettre sur le marché, donc on achète une part de fonds. Et là, comment on sort? Est-ce que c'est un fonds dont on va sortir très vite, en 3-4 ans, du fait de la durée moindre, ou c'est un fonds où il va aussi falloir attendre 5 ans? Est-ce qu'il y aura des remboursements partiels? Est-ce qu'il y a des sommes qui vont être versées? Comment ça va fonctionner? Tout à fait, c'est une question essentielle pour bien comprendre l'intérêt du produit. Premier intérêt, on l'a compris, c'est diversifier 900 lignes Europe, États-Unis, pour faire court. Deuxième intérêt, l'aspect court. Comme ces fonds sont constitués, on les garde moins longtemps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès 2023, on a déjà des remboursements qui vont arriver. D'accord? Donc vous souscrivez fin 2021. Dès la seconde année, vous avez des remboursements qui vont arriver. Et dès 2024, on aura des remboursements qui seront certainement supérieurs à ce qu'on appelle les appels de fonds. On va venir après. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout de 3-4 ans, votre nominal est déjà remboursé. Après, il faut quand même continuer à porter le produit pour avoir sa plus-value et les intérêts qui vont avec. Donc, en fait, vous avez 3-4 ans votre nominal remboursé, 5-6 ans, voilà, votre plus-value, voire 7 ans s'il reste encore un peu de morceaux. Donc, ce sont pour des clients qui veulent que l'argent tourne vite. D'accord. Donc, ça veut dire que dès qu'on va être propriétaire de ce fonds, oui. 2 ans après, on a des remboursements. Donc, Oui, c'est l'argent qui sort du fonds. Ce n'est pas réinvesti dans le fonds. Non, il n'y a pas de réinvestissement. Alors après, on va peut-être parler 2 secondes même des appels. C'est que quand on met de l'argent dans le fonds, le FPS, si vous mettez 100 000 euros par exemple, on ne va pas vous appeler tout de suite. La première appel, on l'estime par exemple en décembre de 30 à 40%. Imaginons 40%. D'accord? Donc vous allez mettre 4 000 euros. Et après, en fonction des besoins, on va vous appeler. Et à un moment donné, dès la 2e ou 3e année de portage, je dirais, les appels vont être inférieurs au remboursement que vous allez toucher. D'accord. Voilà. Et le fonds risque d'être appelé en totalité d'ici 4 ans. C'est-à-dire que max 4 ans. C'est-à-dire que même avant. Je me permets de préciser, oui. Les appels de fonds vont durer environ 18 mois. Et donc, à partir de 2023, donc les derniers appels doivent se terminer au premier semestre 2023. Et à partir de la fin d'année 2023, on aura les premières distributions. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'effectivement, chaque appel sera en moyenne investi pendant 3 ans, 3 ans et demi. Ce qui permet d'avoir un retour sur investissement très rapide. Et comme le disait Frédéric, donc, les appels se font donc régulièrement sur les 18 premiers mois. Et ensuite, les remboursements se font également régulièrement, principalement en années 4 et 5. Donc, ça permet d'avoir un taux de retour sur investissement significatif, puisqu'on vise entre 7 et 9% de TRI sur ce produit. Et surtout, ce TRI se fait de manière très rapide. Et effectivement, les investisseurs ont récupéré leur nominal au bout de 4 ans, 4 ans et demi. Donc, c'est vraiment un retour sur investissement rapide sur un produit très, très diversifié avec un risque relativement maîtrisé. C'est un vrai produit obligataire. Alors, petite subtilité, on parle beaucoup de hausse des taux d'intérêt. C'est un produit obligataire qui est sur de la dette à taux variable. La dette privée, c'est de la dette à taux variable essentiellement. Donc, si jamais on avait une hausse des taux d'intérêt, c'est un fonds qui offrirait un rendement un peu supérieur à ce qu'on attend aujourd'hui. Ça, je dirais, c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est important parce que beaucoup de gens se posaient la question à ce sujet. Ouais. Oui. Alors, quel est le montant minimum de souscription? Alors aujourd'hui, le montant minimum, c'est 100 000 euros. Donc, il y a différents types de parts en fonction. Plus les parts sont importantes, plus, je dirais, les frais de gestion sont inférieurs. 100 000 euros, donc, comme disait Sébastien, appelé sous 18 mois à peu près. Hein, donc là-dessus. Donc, ce fonds, c'est important, et c'est un fonds français, donc, qui est visé, pas agréé, mais visé par l'AMF. Et nous, les sociétés de gestion françaises. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est notre fonds qui va investir dans les 2 fonds de Panthéon pour pouvoir avoir cette diversification et, je dirais, ce mécanisme avec les appels et les TRI. Alors, ce que j'ai un petit peu du mal à comprendre, c'est cette rentabilité entre 7 et 9%.
qui est, somme toute, assez proche, si ce n'est égal à la rentabilité de vos autres fonds classiques, de vos FCPR sur le marché français. Donc, on gagne en souplesse, on gagne en liquidité, mais on ne gagne pas en rentabilité? Non, non, parce qu'en fait, chez nous, quand même, les taux d'intérêt sont un peu, je dirais, supérieurs aujourd'hui, hein, parce que les boîtes sont un peu plus petites, hein, les PME. Et l'autre côté aussi, on a donc un peu plus de casse, mais qui est compensé par une garantie. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes fonds. Oui, ce n'est pas très comparable là-dessus. Exactement. Pour préciser, ce fonds Panthéon vient compléter notre gamme. Oui. Vos auditeurs connaissent la gamme entrepreneur et rendement, puisque j'ai déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. Notre stratégie immobilière également, entrepreneur et immobilier. Et ces stratégies donc, sont très typées sur des PME. Là, on est sur une stratégie de dette beaucoup plus diversifiée, puisque Frédéric le disait, c'est 900 entreprises mondiales. Hein. On a environ 40-45% d'entreprises américaines. Nous, on est un fonds d'investissement français. Hein. C'est vrai que nos cibles, quand on investit en direct, elles sont françaises. Et on est sur de très grosses entreprises qui font en général entre 500 millions et 5 milliards de chiffre d'affaires sur ce fonds Panthéon. Donc, ce fonds vient vraiment compléter notre gamme. C'est un fonds beaucoup plus court également, comme je le disais, avec un retour sur investissement en moyenne sur 3 ans. Donc, ce n'est pas comparable. Voilà, c'est un fonds qui sera tout à fait complémentaire à ce que vous connaissez déjà. Alors, la performance, effectivement, des 7-9% vient aussi du fait que quand Panthéon achète des parts d'autres fonds de dette, généralement, ils ont une décote qui est aux alentours de 8-10%. Donc, c'est pour ça que rapidement, le fonds peut faire la performance et a très peu de courbes J. Donc, ça, c'est important aussi à le noter. Donc, comme dirait Sébastien, ce n'est pas tout à fait les mêmes risques, ce n'est pas tout à fait les mêmes retours. Il faut savoir que nos fonds rendement sont plus capitalisants, donc il n'y a pas de distribution là-dessus. Il y a aussi des avantages fiscaux parce que vous n'avez pas de plus-value. Là, l'intérêt du produit, il est plus dans cet aspect cash flow le plus court. Néanmoins, vous avez aussi une fiscalité qui est intéressante parce que le FPS donc, est taxé à la flat tax. Donc, classique. Donc, voilà ce qu'on peut dire dessus. Alors, l'intérêt, c'est que pourquoi on a présenté ce produit? Parce que ce produit, normalement, est accessible qu'à des institutionnels. Si on prend le cas de la France, c'est un produit accessible à partir d'une dizaine de millions d'euros, donc c'est impossible pour des particuliers. Les seuls clients qu'a Panthéon, mais c'est les clients importants, c'est le fonds des retraites et la Caisse dépôt, mais qui ont mis des 50 millions d'euros, des choses comme ça. Là, vous parlez du fonds de retraite et de la Caisse des dépôts français, c'est ça? Français, bien sûr, bien sûr. Donc, en France, l'objectif pour nous, c'est de démocratiser justement cette gestion en l'apportant à 100 000 euros. Bon, ce n'est pas non plus tout le monde, mais ça fait quand même beaucoup le marché. Et 100 000 euros, c'est inscrit dans le marbre ou ça peut être éventuellement un peu moins pour certaines personnes? C'est inscrit dans le marbre, mais bon, je vais peut-être laisser Sébastien là-dessus. Oui, tout à fait. C'est un fonds qui est réservé aux investisseurs avertis. Donc, effectivement, il est accessible à partir de 100 000 euros, puisque c'est ce qui permet de classifier un investisseur en tant qu'averti. Il y a d'autres critères qui peuvent permettre d'investir un montant inférieur à 100 000 euros pour des investisseurs professionnels. Mais là, effectivement, il faut que chaque investisseur se rapproche de son conseiller pour voir s'il peut être éligible à ce type de produit. Ce sont des produits qui sont réellement réservés aux investisseurs avertis. Et pour le coup, tout le monde ne peut pas souscrire à ce type de produit. On peut mettre aussi en assurance vie, alors pas en France, aujourd'hui, c'est plus des assurances vie luxembourgeois. Qui ont plus l'habitude de ce genre de produit. Voilà, nos amis de Willins qui interviennent régulièrement peuvent effectivement loger ce type de produit dans des contrats d'assurance vie. Alors là, j'ai quand même une toute petite question là. Comment est-ce que vous arrivez à gérer avec l'assureur les sommes futures à payer? Alors, les appels de fonds, vous voulez dire? Les appels de fonds. Il y a une part spécifique qui a été créée pour les assureurs. D'accord, où il n'y aura pas d'appel de fonds, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà. D'accord, donc, mais automatiquement, ça va baisser le TRI? On est d'accord. Oui, mais vous bénéficiez quand même de l'avantage d'assurance vie. Vous avez le pour et un peu le contre. Ça veut dire qu'en le souscrivant à travers une assurance vie, si j'ai bien compris, on aura le fonds avec une poche cash, donc on aura un TRI un peu moindre automatiquement quand ce sera calculé.
Tout à fait. Mais vous avez l'avantage assurance vie classique, notamment la fiscalité. Alors après, pour être très, très exhaustif, un assureur pourrait aussi le faire, souscrire une part avec des appels progressifs. Mais là, je vous rejoins, c'est beaucoup plus complexe à gérer au niveau administratif. Surtout qu'il va engager sa responsabilité, donc ce n'est pas gagné. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Beaucoup de souplesse. Alors, une autre question, le fonds, il est achetable dès maintenant? C'est un fonds qui a déjà été lancé ou c'est un fonds que vous allez lancer? Non, c'est un fonds dès maintenant. Il y a déjà des souscriptions. Donc, dès maintenant, on peut souscrire. Ça va être un fonds classique, donc c'est-à-dire qu'avec une période de souscription qui va s'ouvrir, qui s'est ouvert et qui va se fermer. Super. Eh bien, il se ferme quand? Alors, aujourd'hui, on estime la dernière souscription, vraiment la dernière, aux ordres de février-mars, à peu près. D'accord. Tout dépendra du rythme de la collecte. Mais voilà, après, si la collecte est très bonne, ça se fermera un petit peu avant. D'accord. Mais par contre, quand on rentre, le fonds, il démarre tout de suite. C'est-à-dire que il n'y a pas de stratégie à attendre la fin pour souscrire. C'est-à-dire que dès le premier closing, c'est-à-dire que là, on va prendre les souscriptions, on va les centraliser. Et dès le premier closing, il y a à peu près 35 à 40% déjà du portefeuille constitué. D'accord. Et la date du premier closing, c'est le 10 décembre. Donc voilà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est effectivement une souscription avant le 10 décembre, là, dans un premier temps. Donc, souscription avant le 10 décembre. Alors, là, quelque chose d'un petit peu particulier, on n'investit rien. Donc, on souscrit et on promet d'investir. Et c'est le 10 décembre que vous allez appeler 35 ou 40%, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Ben, j'ai bien compris, j'ai bien suivi. Merci beaucoup d'être venu. On essaiera de se revoir un petit peu avant le 10 décembre ou en janvier pour voir comment ça avance pour les retardataires et de faire un petit peu un point sur ce nouvel investissement. Et on l'a bien compris, il est différent de votre gamme et il s'intègre dans votre gamme en donnant donc de la décorrélation à votre gamme qui était déjà bien diversifiée. Tout à fait. Bravo pour cette création. Merci d'être venu nous en parler. À très bientôt. Merci pour l'invitation. Bernard. Bonne soirée. Au revoir. C'est maintenant au tour d'Elisabeth Horvat qui nous a rejoint. Bonsoir Elisabeth. Bonjour Bernard, comment ça va? Écoutez, ça va très très bien Elisabeth, ça va très très bien. Alors, notre bien de la quinzaine, qu'est-ce que vous nous avez déniché? Alors, cette semaine, on part un petit peu dans un quartier emblématique historique de Lisbonne qui est le Chiado, comme je pense vous devez certainement connaître. Quartier magique. Quartier magique. Donc, petite parenthèse, comme vous le savez, qui est un café très reconnu qui s'appelle Brasileira, car figurez-vous que le client principal était Fernando Pessoa, un écrivain connu. Voilà, aujourd'hui, je vous parle d'un joli appartement qui a une particularité qui est une vue splendide. Nous avons une terrasse de 90 mètres carrés au total avec une vue Tejo, avec pouvant, comme vous pouvez l'imaginer, voir le lever du soleil, et ainsi que le coucher. Nous avons dans cet appartement qui fait 125 mètres carrés une suite, une chambre avec un open space qui donne sur cette splendide vue. Voilà ce que nous avons aujourd'hui à vous présenter. Alors, combien ça coûte? Ah, combien ça coûte? Et voilà. Comme vous le savez, ce sont des produits d'exception qu'on ne trouve pas. Ce produit se trouve en plein cœur de Chiado. Tout est possible à pied. La localisation est bien sûr magnifique. Dois-je vous donner le prix? Ah ben bien sûr qu'il faut me donner le prix. Allez. Allons-y. Nous parlons d'un bien qui est évalué à 1 200 000, Bernard. 1 200 000. Et il y a un parking? Et malheureusement, non. Mais nous avons une possibilité d'en trouver un. D'accord. Ça, c'est une bonne chose. Voilà. Alors, quand on est dans ce bien, essayez de nous le décrire un peu. C'est toujours un peu difficile à la radio. Alors, on rentre. Alors, nous allons essayer. Donc, c'est un immeuble premier étage. C'est un immeuble traditionnel. Ok. Il est composé d'un joli couloir en parquet original qui a été restauré, d'une belle pièce ample, cuisine américaine aménagée, moderne, qui donne accès sur, bien sûr, cette terrasse qui a été magnifiquement aménagée avec des fauteuils, un petit coin zen, jardin très agréable. Et ensuite, vous avez une chambre et une très belle suite d'environ 30 mètres carrés avec dressing. C'est beau ça. Alors, c'est très beau. On va juste faire 2 petites précisions. Comme vous le savez, notre émission est écoutée par des gens qui résident au Portugal et par des gens qui résident en France. Donc, quand on parle de 125 mètres carrés,
c'est le point de vue portugais. Donc, c'est la manière de compter au Portugal. Alors, de votre propre expérience, Elisabeth, vous pensez qu'en Carrez, ça en fait combien? Je pense qu'on est sur du 160 mètres carrés au total. Alors, attendez, on est sur du 160 mètres carrés portugais qui font du 125 mètres carrés français, c'est ça? Ah, Je parle de l'intérieur, je ne compte pas la terrasse. D'accord. Alors, parlons-en de cette terrasse. C'est important, cette terrasse. Alors, combien elle fait, la terrasse? La terrasse fait 90 mètres carrés portugais et 30 mètres carrés couverte avec un petit coin donc sympathique détente. D'accord. Et la terrasse, elle est exposée au sud, c'est ça? Alors, elle est exposée, oui, plein sud. Si on a la vision sur le Tage, souvent c'est au sud. Donc, OK, donc on a une très très belle terrasse. Alors, pour les Français qui nous écoutent et qui n'ont pas l'habitude de Lisbonne, un premier étage avec une vue fantastique, c'est très courant à Lisbonne. Lisbonne est construit sur des collines et on a même quelquefois des annonces avec un souplex pleine vue sur le Tage. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Ce premier étage, il va être premier étage parce que la rue sur laquelle l'immeuble est construit, il est au premier étage. Il est probablement construit sur un terrain en pente et donc il y a une très très belle vue sur le Tage, le pont et beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce qu'on voit d'autre à part le Tage D'ailleurs, est-ce qu'on voit le pont? J'ai peut-être dit le pont un peu. Alors, on voit bien sûr, on voit le pont 25 d'avril et on voit même bien sûr également le Christ Rey. Et on arrive à voir quasiment le début de la côte qui longe jusqu'à Algèche, Cascais. D'accord. Alors, il est entièrement rénové avec un goût moderne ou il est un peu dans son jus ou il est rénové avec un goût plutôt traditionnel? Alors, les propriétaires ont fait ça avec beaucoup de charme car ils ont préservé ce qu'on appelle les azulejos, donc les carrelages typiquement portugais qui étaient d'époque très anciens, et ils ont fait un mélange de moderne avec. D'accord. Il est habitable tout de suite ou il y a déjà quelqu'un qui habite? Il est habitable de suite. D'accord. Et il est comme souvent livré entièrement fourni avec tout l'électroménager, absolument tout, peut-être même du mobilier aussi? Je pense qu'il est possible, tout à fait, oui. S'il y a un coup de cœur sur le mobilier, je pense qu'on peut trouver un terrain d'entente. Mais il est effectivement entièrement équipé au niveau de la cuisine. Et sera vendu tel quel. Eh bien voilà, c'était notre bien de la quinzaine, un bien magique au Shadow, comme d'habitude. Vous nous envoyez un mail à la radio si c'est quelque chose qui peut vous intéresser et on vous mettra en contact et vous retrouverez la vidéo d'Elisabeth Horvat très vite sur les réseaux sociaux habituels. Et d'ailleurs, on vous encourage à vous connecter à Elisabeth Horvat tant sur son LinkedIn que sur son Facebook où elle publie régulièrement les choses. Merci beaucoup, Elisabeth. On vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Également. À bientôt. Au revoir. Et c'est maintenant au tour de Bruno Zaraya, comme à chaque émission, de clôturer avec son inspiration de la quinzaine. Alors, vous m'avez dit, Bruno, cette fois-ci, c'est les pétrolières. Oui, bonsoir Bernard, bonsoir à toutes et à tous. Mais écoutez, c'était intéressant. Je trouvais que l'exemple était important. On parle de plus en plus d'inflation des matières premières. On parle du prix du gaz tous les jours en France en ce moment. On parle du prix de l'acier. On parle évidemment du prix du pétrole. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a deux choses qui je trouve intéressantes par rapport aux pétrolières. D'abord, elle stigmatise un peu tout le greenwashing qu'il y a aujourd'hui autour des valeurs pas assez ISR, pas assez écologiques ou autres. Et il y a des bonnes et des mauvaises raisons à cela. Et donc, ça fait maintenant 1 an ou 2 que pour des questions de processus, beaucoup d'acteurs investisseurs demandent l'exclusion de ces valeurs des portefeuilles pour pouvoir investir, ce qui explique aujourd'hui qu'il y a des valos très, très faibles au niveau des pétrolières. Et c'est vrai que je trouvais ça intéressant d'en parler parce que plutôt que d'exclure une entreprise pour ce qu'elle est aujourd'hui, il vaut mieux essayer de se poser la question de ce qu'elle sera demain. Et quand vous avez une entreprise qui vous dit « je veux réduire de moitié mes émissions de CO2, je veux investir dans les bioénergies », d'ailleurs, vous voyez, Total Énergie maintenant, enfin Total s'appelle maintenant Total Énergie, donc c'est plus Total tout seul. Donc voilà, il y a des évolutions qu'on trouve importantes et qui ne sont pas encore vraiment regardées ou validées par le marché. Et je trouvais intéressant de mettre un petit peu la lumière là-dessus. D'autant que, et là je fais une petite digression, mais c'est intéressant, je crois que c'est jeudi matin, on a annoncé que le comité de travail autour du label ISR allait être complètement réorganisé et revu. Les personnes qui étaient présentes vont partir, d'autres vont arriver parce qu'on est face à un label qu'il faut profondément remanier. Et je pense que ça sera intéressant pour le label, bien sûr, mais surtout pour les pétrolières parce que peut-être qu'on doit les regarder sous notre angle. D'accord. Alors,
Moi, il y a toujours quelque chose qui me fait peur avec des valeurs ou avec des secteurs, c'est la cote de désamour. Et j'ai peur qu'aujourd'hui, dans les pétrolières, justement à cause voilà, de l'énergie fossile, de la planète et des choses comme ça, on dise, voilà, ben, les pétrolières, on ne les aime pas, on n'en veut pas. Et en fin de compte, même si une valeur est attractive, il y a quand même une raison, une seule raison qui l'a fait monter, c'est que des gens achètent. Donc, si des gens disent, OK, c'est une belle affaire, mais j'achète pas, un peu comme, entre guillemets, un boycott, un non-dit, hein, voilà, vous allez dans un supermarché, il y a une belle promotion, vous dites, non, 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 moi, cette marque, j'en veux pas, j'achète pas, tant pis, je passe à côté de la promotion. Donc là, tout le monde va être d'accord avec vous, Bruno, OK, c'est une belle affaire, il y a de l'argent à gagner, il y a de la belle marge, il y a du dividende, il y a tout ce qu'on veut, il y a du potentiel, il y a des trucs, mais moi, j'achète pas ça. Et là, elle ne montera pas. Elle ne montera pas et elle pourrait ne pas monter pendant 2, 3, 4, 5, 10 ans. Alors, on n'a pas, nous, de timing particulier sur une valeur plus qu'une autre. Nous, on est là pour identifier deux choses. Pour identifier, un, est-ce qu'il y a un risque réel dans le marché par rapport à nos matrices des risques? Et deux, est-ce qu'il y a un investissement qui nous paraît intelligent et intéressant à faire? On est dans un monde aujourd'hui où, pour vos auditrices et vos auditeurs, tout est à des prix excessivement chers. Que ce soit l'immobilier, les taux d'intérêt, les matières premières, beaucoup de valeurs en bourse. Et puis, il y a des petits univers qui, eux, sont pas chers du tout, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Et vous avez raison de le souligner, sur les pétrolières, il y a des bonnes et des mauvaises raisons, surtout des mauvaises peut-être. Et ce que vous dites aujourd'hui, c'est vrai, disons que je préfère avoir une valeur qui a déjà une très forte cote de désamour, plutôt qu'une valeur qui pourrait être en désamour demain. Parce que celle qui a une très forte cote de désamour, je l'achète. Alors peut-être qu'elle va mettre 1 an, 2 ans, 3 ans à monter, mais au moins, a priori, elle ne va pas trop baisser, puisqu'elle est peu détenue. Et nous, on achète des couples rendement risque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, globalement, sur les pétrolières, on trouve, alors bien sûr que nous, on fait ça sur la durée, qu'on fait ça sur certaines valeurs, mais globalement, le secteur, on le trouve attractif. Après, il faut regarder dans ce secteur. Vous pouvez avoir aussi des bons élèves qui ont pris des décisions aussi bien dans leur structuration des projets, aussi bien dans leurs investissements pour demain. Je prends l'exemple de Total qu'on n'a pas en portefeuille en plus, mais je peux en parler parce que c'est une entreprise qui est une très belle entreprise et qui a fait de très gros efforts sur la partie environnementale et sur la partie justement investissement socialement responsable. Elle est victime globalement de tout ce qui se passe autour des indices pétroliers ou matières premières au niveau européen, mais c'est une entreprise qui aujourd'hui est peu chère, qui n'a pas du tout suivi l'évolution du cours du pétrole et qui pourtant voit ses bénéfices quand même assez corrélés au prix du pétrole. Et donc c'est vrai que c'était intéressant sous deux aspects pour moi de montrer ça. Le premier, de montrer que c'était important de travailler avec un aspect ISR, mais de le faire intelligemment, parce que, vous voyez, par exemple, il vaut mieux une entreprise que vous allez accompagner dans l'amélioration de ces émissions de CO2, plutôt qu'une boîte que vous allez exclure et qui, du coup, pour attirer des investisseurs, devra faire encore plus de résultats avec, quelque part, encore plus de sacrifices économiques et environnementaux. Et donc, il vaut mieux accompagner ça. Typiquement, Arcelor qui vous dit qu'ils veulent baisser de 40% leurs émissions de CO2 d'ici 2030, bah pour moi, c'est plutôt satisfaisant en termes d'économie et en termes d'entreprise par rapport à son environnement, plutôt que de l'exclure parce qu'aujourd'hui, elle en fait 30% de plus. Donc voilà, c'est l'idée de dire on accompagne quelque chose. Maintenant, on est sur un marché qui est tellement bizarre, et vous avez raison de le souligner, et tellement, je dirais, peu profond, qu'il est clair que peut-être que pendant 1 mois, 6 mois, 1 an, il ne se passera pas grand-chose. Mais je pense que, au niveau des matières premières, les hausses qu'on vient de connaître ne sont pas terminées, qu'elles devraient durer, voire s'amplifier, et que donc, ce n'est pas inintéressant que de regarder. Alors, c'est vrai que si vous êtes dans un supermarché, qu'on a une affaire sur un pot de Nutella à 5 € le d'huître, et que vous pensez que demain, il peut coûter 9 et que vous allez le payer peut-être 4, et bien tout d'un coup, vous réfléchissez un peu différemment. Et même s'il y a beaucoup d'huile de palme, vous allez acheter un petit pot parce que vous aimez bien ça et que ça peut être intéressant. Et ben c'est un peu pareil sur la pétrolière. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir le LVMH, c'est bien d'avoir peut-être une des bancaires aujourd'hui aussi, c'est bien d'avoir quelques valeurs cycliques. Et des matières premières aujourd'hui, avec en plus tout ce qui est dit tous les jours sur les matières premières en actualité, ça me paraît incontournable et ça me paraissait intéressant de voir qu'elles n'étaient pas chères pour des mauvaises raisons. Parce que quand on dit qu'elles ne sont pas chères parce qu'on les a exclues pour une cote de désamour, vous savez, nous, on a eu le même sujet chez Ginger. On a préféré créer un produit qui n'était pas forcément à côté de l'envie de nos clients, mais qu'on considérait être le plus proche de leurs besoins. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Parfois, il faut patienter 10 ans. C'est le cas aujourd'hui pour se rendre compte que c'était très bien et quand on voit les résultats. C'est pareil pour une entreprise. On est là pour donner un prix aujourd'hui pour demain. Et pour nous, le prix de demain d'une pétrolière sera plus important qu'aujourd'hui.
Ok, eh ben, c'est sur cette bonne nouvelle que nous allons nous quitter. C'était court, bref et intense comme d'habitude. Je rappelle à nos auditeurs que l'émission sera rediffusée lundi prochain, donc le 25 octobre. Et merci de nous avoir écoutés. À très très bientôt. Au revoir Bruno, merci d'avoir été avec nous et à la prochaine. Merci à vous Bernard, bonne soirée. La French Radio. Portugal.